Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Émission scientifique aujourd'hui, science et conscience, physique et métaphysique, surtout physique. Surtout physique pour moi. Julien avec Bonjour. moi, Julien Ramonet. Bonjour Marie-Adèle. Eh bien, bonjour Julien. On dit bonjour, mais on enregistre, donc on est ensemble. Mais voilà, super. Et on enregistre parce que c'est une émission numéro 16 que nous avons déjà faite et karaté. Hier. Ah, hier, parce qu'on est le 19 avril aujourd'hui quand on enregistre cette émission qui sera diffusée au mois de mai. Mais on a tenté hier de faire déjà cette émission sur On la. n'a pas tenté, on l'a faite. On l'a faite. On l'a faite. Et qu'est-ce qui s'est passé? On On sait n'avait que pas. l'image. Vous Ouais. n'auriez que l'image. Bon, C'était dommage de ne pas avoir le son. ça aurait été un petit peu plus dur à Donc suivre. nous recommençons. Alors, Bon, je ne suis pas très inquiète pour ma fraîcheur parce que je pense que ce que j'avais capté hier n'a pas vraiment été imprimé dans ma conscience. Donc, je peux recommencer à te poser des questions très bien. pertinentes sur chaleur et énergie, deux sujets dont je sais qu'ils vont donner des informations sur notre vie quotidienne. C'est-à-dire que Oui. ça, c'est un sujet de physique avec des applications pratico-pratiques Oui, beaucoup. pour monsieur et madame tout le monde. Oui. Et puis aussi recentrer un peu le terme énergie, qui est un terme un peu employé à tort et à travers. Non. Si. C'est vrai? Oui. Je suis énergie? Recentrer, je contiens de l'énergie. Ah, c'est ça. On va voir qu'il y a énormément de formes d'énergie, il y a une dizaine de formes d'énergie. Effectivement, ce mot est employé un peu pour justifier beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de remettre aussi au milieu qu'est-ce que la physique appelle énergie. Voilà, c'est ça. Alors bon, je rappelle que oui, moi j'aime beaucoup justement avoir les définitions que la physique donne, mais que je n'accorde aucune exclusivité de langage à la physique et que donc C'est vrai. je considère qu'on peut avoir le droit d'utiliser le même mot avec des acceptions peut-être un peu différentes, mais c'est pas une interdiction. On est d'accord là-dessus? Oui. Bon, ça va alors. Ça va, on Faut va juste pas se être battre. clair depuis où on parle. Voilà, exactement, absolument. Et la physique a le mérite de définir avec précision les termes qu'elle emploie. Ça, Ouais. on peut lui reconnaître Oui. ça avec vraiment certitude. Ouais. Ok, on est parti, Julien? C'est parti. Je te laisse montrer les diapos que tu as préparées. Dire, je t'ai demandé, tu mets combien de temps à préparer une émission? On va dire entre 2 et 3 jours, ça dépend un peu des émissions. Parce qu'après, j'y pense beaucoup et je prépare déjà les émissions dans 5 ou 6 épisodes. Donc, c'est difficile de quantifier Mais vraiment, assis devant mon ordinateur, c'est 2 à 3 jours pour compiler toutes ces informations. Bah, tu vois, c'est la différence entre la manière dont tu procèdes et la manière dont je procède, parce que moi, je prépare aucune émission, aucune guidance. Et par contre, ça veut dire que je suis totalement nue devant ce qui va se passer, tandis que toi, tu es habillée, on va dire. Oui, je suis préparé. Ouais, super, bravo. Merci, Julien. Donc, quelques thèmes qu'on va voir aujourd'hui autour de la chaleur et l'énergie. On va reformaliser une notion qu'on a vue dans l'émission précédente sur la différence entre température et chaleur. On va voir cette fois-ci les modes de transfert de chaleur et les différentes formes d'énergie et les conversions entre elles. On peut convertir une forme d'énergie en une autre. On va voir comment ça se passe. Et avec un petit focus sur ce qu'on appelle les machines thermiques, déjà brièvement évoquées pour le second principe. Sadi Carnot, l'oncle physicien et pas le neveu président. Oui. Un jeune homme tout poupin, tout mignon. Oui. Qui faisait un peu moins austère que certains autres thermodynamiciens de l'histoire. Alors, température et chaleur. Rappel, microscopiquement, un corps n'est jamais au repos. Les particules qu'il constitue ne sont jamais au repos. Que ce soit des atomes ou des molécules, que ce soit un morceau de fer, un brin d'herbe ou un morceau de plastique. Si on regarde vraiment au niveau microscopique, au niveau moléculaire, il y a toujours une agitation thermique. Sauf, et c'est ce que dit le troisième principe, pour un monocristal à la température au zéro absolu, qui, comme la vitesse de la lumière, est une limite qu'on ne peut pas atteindre. C'est pas un principe, c'est une borne qui a été mise en fait. Oui, alors le troisième principe définit quelle est la valeur de l'entropie. Oui, on a parlé beaucoup de l'entropie, oui. Qui dépend du nombre d'états accessibles, et on constate que le nombre d'états accessibles se réduit à 1 parce qu'il n'y a plus de mouvement d'agitation thermique à 0 degré Kelvin. Soit, tu te rappelles, moins 273,15 degrés Celsius. Absolument. Ah, tu vois, je n'ai pas tout oublié. Non, je ferai ça. L'énergie cinétique est une variable extensive.
C'est-à-dire que si on prend plusieurs particules, il y a une énergie cinétique qui s'accumule. Oui. La température, par contre, est une mesure de cette agitation thermique. Plus les particules vont vite, plus on dit que le corps a une température élevée. D'accord, c'est ça. Plus il va nous paraître chaud. Et je mets des guillemets parce que pour la physique, chaud, ça ne veut rien dire. Oui, c'est ça. Chaud, c'est... Température élevée. Voilà, température. Et même élevé, ça ne veut rien dire. Est-ce que 1000 degrés, c'est élevé? Est-ce que 1 million de degrés dans une étoile, c'est élevé? Tout dépend de ton cadre de référence. Mais en physique, on fait plutôt des comparaisons. Ça, c'est la température est plus élevée que ça. D'accord, c'est ça. Et dire que le cœur d'une étoile est chaud par rapport au Big Bang, voilà, c'est toujours une question de plus ou moins. La température est une variable intensive. Si vous prenez un système 2 fois plus gros, alors la température est la même, qui va mesurer l'agitation thermique moyenne d'un corps. Et lorsqu'on met en contact 2 corps de températures différentes, quand on vous posez votre main froide sur un objet plus chaud, il va y avoir échange d'énergie cinétique microscopique par ce qu'on appelle des chocs. C'est-à-dire que, admettons que je pose ma main sur un objet qui est plus chaud que ma main, alors l'énergie cinétique microscopique de l'objet est supérieure à celle de ma main, et les molécules vont transmettre par choc la chaleur à ma main. C'est ça. Donc en fait, quand je mets ma main, quand je mets mes pieds sur ma bouillotte le soir, c'est un choc. Ce sont des chocs microscopiques. Ouais. Alors que ça me fait tant de bien. Voilà. Suis-je masochiste? Non. Non, d'accord. Non, les chocs microscopiques, voilà, sont pour nous, on n'a pas du tout une sensation de choc, mais une sensation de chaleur ou de froid. Mais qui peut être agréable ou désagréable selon les cas, bien sûr. Et quand on met un objet trop chaud, quand tu mets ta main dans l'eau bouillante, l'énergie cinétique des molécules d'eau bouillante est très élevée et donc va faire augmenter l'énergie cinétique et donc la vitesse des molécules de ta main jusqu'à les faire se modifier. Les abîmer. Oui, c'est ça. Elles vont s'altérer. D'accord. Ça, c'est une brûlure, par exemple. Ou ça peut fondre. Oui, c'est ça. Et tout ça, ça passe par, microscopiquement, un transfert d'énergie cinétique. C'est ça. Donc de vitesse par des chocs. Oui, c'est ça. En fait, c'est la vitesse du mouvement des molécules, des atomes qui se transmet. Oui. Par choc. Par choc. Choc élastique. Voilà. Comme ça, hein? Exactement. Bon, je ne vais pas jusqu'au bout de mon geste. Non. Un exemple, une illustration en haut à droite, on a deux récipients qui contiennent, on va dire, 400 et 1200 ml, donc 3 fois plus d'eau à droite, à la même température, 100 degrés. On a 0,4 litres d'eau bouillante à gauche et 1,2 à droite. Donc, on peut dire que A est aussi chaud que B. Je mets des guillemets parce que ça, c'est plutôt du français. En physique, on va dire qu'ils ont la même température. Et par contre, il y a 3 fois plus d'énergie thermique en B, à droite, qu'en A. 1200 ml. Parce qu'il y a 3 fois plus de matière, donc 3 fois plus d'énergie cinétique microscopique. Et donc 3 fois plus de chaleur transférable. Ta bouillotte, elle va durer 3 fois plus longtemps. À la même température, il y a plus de chaleur. Oui, à cause de la masse. Plus de chaleur transférable, oui. Ta bouillotte, c'est 3 fois plus gros, ça va durer 3 fois plus longtemps. Ouais, c'est ça, à peu près. Ne soyons pas trop pointilleux. Non. Ok, d'accord. Donc le rappel, différence entre chaleur et température. À la météo, quand on dit demain il y aura une vague de chaleur, ça veut dire que la température va augmenter. Donc il y a une confusion un peu dans le langage courant avec cette différenciation en physique. Comment cette chaleur se transfère-t-elle? Elle se transfère à travers 3 modes. Donc ce choc se transfère de façon de 3 manières différentes. C'est ce que tu veux dire? Ce choc a lieu de 3 manières différentes? Alors, le choc, c'est plutôt par conduction. Oui, c'est la première méthode. Le premier, on a bien dit que c'est en contact, on met en contact. C'est ça. Donc c'est la première méthode, la conduction. Quand vous attrapez la poignée en métal d'une casserole en cuivre qui est sur le feu depuis 2 heures, vous allez vous brûler parce que la plaque a transféré sa chaleur à la casserole qui, petit à petit, la chaleur a migré jusqu'au bout de la poignée, du plus chaud au plus froid. Donc c'est une transmission de proche en proche d'agitation thermique. Par contact direct. Par contact et par choc, D'accord. Il y a la convection. La convection, c'est un déplacement de matière. C'est-à-dire que l'eau qui est chauffée en bas de la casserole va migrer et voyager. Ce sont les flèches noires à l'intérieur de la casserole. On va les détailler après, tous ces modes. Et le rayonnement, c'est une émission de photons. Donc, c'est une transmission d'énergie sans contact. L'énergie reçue du soleil est une énergie de rayonnement. D'accord. Il n'y a pas de matière entre nous et le soleil qui transmettrait et les photons, ce n'est pas de la matière, alors? Si, mais il n'y a pas une barre de métal qui nous relie au soleil. C'est ça. Il y a un transport d'énergie. C'est en suspension, oui, c'est ça. En transit, on peut dire. En transit, ok. Les photons, on peut dire que c'est une énergie thermique en transit. Wow, j'aime beaucoup ça. Le photon, une énergie
thermique en transit. Le photon porte une énergie thermique. Ouais. Quand vous vous mettez au soleil, vous recevez des photons et vous en absorbez l'énergie qui se transforme, qui fait monter votre température. Je vais dire qui se transforme en chaleur, qui fait monter la vitesse de vos molécules et donc la température de votre corps, de votre peau. Alors, donc, on y va avec le détail de chacune de ces méthodes. D'accord. La conduction, c'est une transmission de proche en proche de l'agitation thermique. Là, on a un exemple à droite d'un laboratoire avec un bec benzène qui chaufferait l'extrémité gauche d'une barre en métal. Le métal est un très bon conducteur thermique. Donc, on a une énergie très élevée, une température très élevée à gauche, vous voyez que le thermomètre, et une température beaucoup plus faible à droite, et l'énergie va descendre, enfin la chaleur, pardon, va descendre le gradient de température. On va aller du plus chaud au plus froid. D'accord. C'est ce que représente l'équation qui pourra vous paraître barbare, phi égale moins lambda gradient de T. Alors, gradient, ça veut dire que gradient, c'est la variation. D'accord. Donc, comme une variation entre le côté gauche chaud et le côté droit froid, il y a un flux thermique qui va s'installer et qu'on exprime par nabla T. Moins lambda, nabla T, c'est un opérateur mathématique qu'on a vu. Nabla, c'est le triangle inversé avec la flèche dessus. Qu'on a vu dans les équations de Maxwell. Vous vous rappelez bien sur les ondes. Bien sûr. L'esthétique de l'équation, je me souviens. Et qu'on a vu aussi en relativité, ou non, dans le d'Alembertien, c'était l'équation d'Dirac, donc les mécaniques quantiques. Ah oui, monsieur Dirac, oui, bien sûr. Voilà, donc ça correspond à cet opérateur quantifie la variation de température sur une certaine distance. C'est ça que ça veut dire. Gradient, c'est chaud à un endroit, froid un peu plus loin, 10 cm, 1 mètre, 100 mètres. Et selon cette différence de température et la distance, alors la chaleur va s'écouler plus ou moins vite. Ce qui est génial, c'est comment le bon sens quotidien, en fait la pratique quotidienne, fait qu'on va savoir que c'est moins chaud à droite qu'à gauche, là, et en fait, mais ce qui est génial, c'est de voir qu'après ça se traduit par une équation. Absolument. Ça, j'adore ça. Comment la vie quotidienne qui fait qu'on sait les choses est corroborée par l'observation scientifique du phénomène. J'aime beaucoup ça. Il me semble que c'est la loi de Fourier, l'équation de Fourier. Fourier est un scientifique assez connu. Oui. Ce transport d'énergie thermique se fait sans déplacement macroscopique. Si vous regardez votre barre, vous ne la voyez pas bouger. Par contre, au niveau microscopique, un atome ou une molécule, selon ce qu'on regarde, va céder de proche en proche une partie de son énergie cinétique à son voisin. Ah, c'est ça, ça se transmet. C'est-à-dire que les molécules, les atomes directement au-dessus du bec benzène vont aller de plus en plus vite, s'agiter et transmettre leur agitation, donc les pare-chocs. Et c'est ça qui fait la conduction. En dynamique de groupe, on appelle ça la patate chaude. Tu sais, tu transmets la patate chaude parce que ça te brûle et tu transmets à ton voisin. Et plus c'est chaud, plus il y a d'agitation. C'est ça. On avait pris hier l'exemple de la noria aussi, de transporter des seaux d'eau pour aller éteindre un incendie. C'est ça. Je transfère mon énergie cinétique à mon voisin. C'est ça. Et ça chauffe progressivement. Donc du plus chaud vers le plus froid. La vitesse à laquelle la chaleur va s'écouler dépend du matériau. Oui. Et cette dépendance est contenue dans le facteur lambda qui est propre à un matériau qu'on appelle la conductivité thermique. Lambda, ça désigne le matériau particulier, spécifique. La propriété de conduction d'énergie de ce matériau. Donc l'aluminium, là, le fer, l'eau, etc. Vous avez des tables trouvées sur Internet où la conductivité de chaque matériau est listée. Et le meilleur conducteur, c'est l'argent, à la fois électrique et thermique. Il y a vraiment un lien entre les deux quand on fait les équations. Quand on fait les mesures, on voit que plus quand ça conduit bien électriquement, ça conduit bien la chaleur. Aussi. Alors l'argent, c'est un peu cher, donc on prend le cuivre. Donc le cuivre, on le met dans les fils électriques, dans vos prises, ce sont des fils en cuivre. Et on l'utilise également en cuisine. Les casseroles en cuivre. Ou alors à droite, vous avez un diffuseur de chaleur en cuivre qui permet de diffuser une énergie qui serait... l'énergie de la flamme, elle n'est pas très bien répartie. Mais cette galette en cuivre permet d'avoir une chaleur homogène sur laquelle vous allez poser une casserole. Et donc, ça c'est du matériel un peu professionnel. Ça vous évite de brûler un endroit pendant que ce n'est pas encore chaud à un autre. C'est ça. Et une coupe d'une casserole avec plusieurs couches, dont en 2 et 4, 2 couches d'aluminium qui vont permettre de répartir la chaleur. Notamment ce qu'on appelle le fond thermodiffuseur en 4. Voilà. Toi, tu as des bonnes casseroles.
Oui, je Oui, crois. oui, oui, Oui. des bonnes casseroles. Dans ta cuisine, bien sûr. Pas derrière toi, tu ne traînes, Non, tu ne je ne traînes traîne pas de pas de casserole. casserole. Super. La conduction, de proche en proche par transmission d'énergie cinétique de choc. La convection, là, on a un transfert de chaleur Deuxième méthode donc par un mouvement de fluide. c'est ça. Donc, quand vous chauffez une casserole d'eau, là, par contre, vous voyez que ça bouge, ça chauffe, il y a du remous. Mmh. Ça, c'est dû à une convection qui peut être naturelle. Alors, la convection, l'eau qui est plus proche du fond de la casserole est en contact avec le fond qui est chaud, Oui, donc va chauffer. oui, En chauffant, va se dilater. oui. Donc une même quantité d'eau va prendre moins d'espace. Quand Quand ça se dilate, ah la oui, même quantité d'eau va se dilater, donc plus non, pardon, d'espace. c'était oui, plus d'espace. Oui. Donc un espace va contenir moins de matière, Ouais, tout c'est à ça. fait. Ah, c'est ça. Et la poussée d'Archimède dit que, un corps est soumis à une force Ascensionnel. ascensionnelle égale et Égale opposée au poids du fluide vo qu'elle a déplacé. volume d'eau déplacé. Si c'est de l'eau, c'est volume d'eau déplacé. Voilà. Ouais, ou au poids. Donc en l'occurrence, poids Oui, et volume, là, c'est c'est la même proportionnel, ça ouais. dépend de la densité. Ouais, c'est ça. Et pour l'eau, Donc l'eau chaude qui est plus proche du fond, est moins dense et donc va subir une poussée d'Archimède qui fait qu'elle va monter. ouais, Quand on dit la chaleur monte, c'est la poussée d'Archimède. c'est ça. Donc elle va monter physiquement et au fur et à mesure, quand elle va arriver à la surface, elle va faire des espèces de cercles qu'on voit en haut dans la D'accord. casserole et en faisant ça, elle va rencontrer du fluide plus froid et donc elle va refroidir Ouais, et oui. redescendre. D'accord, c'est ça. Quand elle chauffe, elle monte. Quand elle atteint, l'eau froide, Plus l'eau froide, froide ouais. redescend. Ouais, Elle cède la température, elle c'est va ça, redescendre. c'est ça. Et c'est ce qu'on a en bas à droite avec un schéma d'une convection, d'air grâce à un convecteur électrique Oui, c'est ça. qu'on met en général sous une fenêtre Ouais. et qu'on met un petit peu au-dessus du sol pour que l'air puisse, entrer par-dessous. Oui, Donc l'air est chauffé à l'intérieur du convecteur. On a une photo d'un convecteur, on voit qu'il y a bien une grille qui permet à l'air de sortir oui, et si on regardait en dessous, on verrait qu'il y a les mêmes ouvertures. Donc l'air est chauffé dans le convecteur, se dilate, subit une poussée d'Archimède qui est supérieure à son poids, parce qu'il devient moins oui. dense que l'air environnant. Ouais. Il monte, il rencontre le plafond, il fait le tour de la pièce et en faisant ça, il refroidit et donc il Et revient il redescend. sous Voilà. le convecteur avec une OK. température inférieure qui est détectée par le thermostat Mmh. et quand la température de l'air qui revient a atteint une certaine température, un certain seuil, le thermostat coupe C'est ça, l'alimentation. c'est ça. Ouais. OK. Ça, c'est vraiment l'appareil qu'on a dans les maisons, hein, le Oui, convecteur, effectivement. Ça s'appelle comme ça, un qui porte le convecteur. nom, qui génère de la convection. Oui, c'est ça, qui indique bien la méthode de transmission de la chaleur. Oui. Oui, on peut dire de la chaleur. De la chaleur, oui. Oui, d'accord. On a aussi la convection forcée, c'est-à-dire que si vous mettez un ventilateur, quand vous mettez Oui. les petits radiateurs carrés que vous mettez par terre dans les Ouais, salles de bain, ouais, etc., c'est forcé, c'est-à-dire qu'il y a un ventilateur, ouais. on Qui va pas propulse. attendre, Mmh. ou un sèche-cheveux, Ouais. on va pas attendre que l'air de lui-même Mmh. s'en aille, parce qu'un sèche-cheveux, ça fait quasiment la même puissance qu'un convecteur. Ouais, Donc si vous attendez que l'air s'en aille, ça va surchauffer. ouais. Ou un grille-pain aussi, ça fait un peu de Mmh. non pardon, grille-pain c'est autre chose, on va le voir après. Donc là pour fournir la même puissance, mais avec des appareils plus petits, il faut évacuer l'air, C'est sinon ça. ça Donc on surchaufferait. propulse. On Mmh. propulse, on met un Mmh. ventilateur. D'accord. Et si on regarde plus en détail, la convection, c'est la conjonction de 2 phénomènes. Le premier, c'est l'advection, c'est ce phénomène de mouvement dont on parle. Ouais, ouais. L'advection, il y a un mouvement Mmh. et tout au long de son trajet, le fluide en advection va diffuser, c'est le Mmh. mécanisme d'avant, ça par choc Ouais. la chaleur à l'air qu'il va rencontrer, qui est moins chaud que lui. Mmh. Donc il y a un peu une conjonction des 2. Mais la convection, voilà, l'advection, c'est le mouvement et la diffusion, c'est l'évacuation, la propagation Mmh. de la chaleur, D'accord. OK. à l'air environnant. OK. Donc on a vu la convection. Troisième méthode de rayonnement. transmission de la chaleur, le rayonnement. J'ai fait une petite erreur, donc le rayonnement, c'est un peu le mode de fonctionnement du grille-pain. Oui, oui, tout à l'heure, erreur dans ton propos. Oui. OK. Et là, on a un exemple d'un radiateur, rayonnant. Oui. Vous voyez qu'il est rouge. On a ça aussi des fois au-dessus des portes dans les salles de bain. Oui, Vous tirez avec les petites barres oui, rouges. les barres infrarouges. Enfin, est-ce que c'est de Ah l'infrarouge? non, c'est pas de l'infrarouge, non, c'est chauffé à plusieurs centaines de degrés. Oui, c'est ça. Et comme tu le vois, C'est comme des c'est rouge, résistances, oui, c'est ce sont des ça. résistances qui chauffent, non pas ton convecteur, il va pas devenir rouge, Oui, mais ça devient rouge, c'est chauffé plus haut oui, et c'est ça ça. rayonne. C'est ça. Le C'est ça. convecteur,
il chauffe de l'air qui va s'en aller, être remplacé par de l'air plus froid, alors que là, ça rayonne de l'énergie Ouais. et vous la sentez à 2 mètres. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les gares aussi, quand il y a ces espèces de Oui, dans les restaurants, oui, c'est dans les ça, dans les stations de terrasses, ski, ça. sur les terrasses, Tu oui, sais, quand on te met du chauffage dehors, là, c'est ça. hein, ce qui est quand même intelligent, ça. Oui, Oui. c'est bien pour avoir chaud, c'est bien. Je vais pas être critique. Là, je peux te raconter une petite histoire. À Dubaï, il y a un bâtiment qui taille pharaonique dans lequel tu peux faire du ski. Ah oui, Donc, est chauffé à moins de 2 degrés avec de la neige, etc. ouais. Et tu as des restaurants de stations Oui, à l'intérieur dans lesquels ils te remettent du des chauffage. ré des Non, il fait 45 dehors, moins de l'intérieur, ils te mettent un petit chauffage rayonnant ils te servent de la comme en station raclette? de ski Est-ce et qu'ils te servent de la ils peuvent raclette? alors j'y suis pas allé moi, mais j'ai un copain qui y est allé et voilà, tu peux être en terrasse, Ah chauffé là par un là! radiateur rayonnant, À Dubaï, dans non une mais station de ski fermée à Dubaï. ouais, Ça, c'est c'est quand même le bout de la logique, beau, l'humain. c'est le Ouais, c'est un peu le bout de super. la logique de la consommation d'énergie. Ouais, super. Alors le rayonnement, c'est un rayonnement thermique, c'est un rayonnement électromagnétique. D'accord, c'est encore une force électromagnétique, ça. Enfin, c'est une force, c'est un rayonnement, c'est une onde électromagnétique qui est D'accord, envoyée d'accord. par l'agitation thermique des molécules. OK, Une molécule qui s'agite va émettre du rayonnement. d'accord. C'est typiquement, ça va des micro-ondes pour un corps, froid à l'ultraviolet pour un corps assez chaud. Oui, Et pour les corps vraiment très, très chauds, ça peut monter encore plus haut, mais et pour une température ambiante un corps humain qui fait, on va dire 300 Kelvin, c'est 37 degrés, ça? 310, Ouais, c'est bon. La peau est pas à 37 non plus, mais ouais, c'est ça, voilà. à l'intérieur. On a un rayonnement dans l'infrarouge, d'où les lunettes infrarouges qu'on peut mettre, notamment les militaires avec leurs lunettes, en Oui, lumière verte. oui. Ça détecte l'infrarouge que nos yeux ne peuvent pas détecter Mais et donc on peut voir la nuit. quel rayonnement de l'être humain? Oui, D'accord, rayonnement infrarouge. Là, nous d'accord, rayonnons l'infrarouge, d'accord. mais on le voit pas. Mais on ne le sait pas. On ne le sait Ça pas. va, ouais, Maintenant, on le si, on le sait, sait, mais mais on on ne ne le le voit voit pas. pas. D'accord. Et si la nuit, il y a vraiment plus de lumière, on ne le voit pas non plus, mais avec un amplificateur de rayons infrarouges, Quelque chose qui de capte le lumière rayon et infrarouge? qui l'amplifie, qui le transforme en lumière visible. Ah oui, c'est ça, c'est ça, C'est ce que vous avez en bas à droite, là, la photo des rhinocéros, c'est pris la nuit. c'est ça. Donc on voit, là, il y a une chaleur un peu environnante, Oui, mais il y a des rhinocéros qui sont des animaux à sang chaud qui rayonnent beaucoup plus. d'accord. Et donc ça, c'est une photo qui capte le En rayonnement infrarouge infrarouge des et rhinocéros. transformé en fausse couleur. Oui, c'est ça. Voilà, Après, c'est avec un travaillé. code couleur. Mmh. On a juste au-dessus une, thermométrie d'un bâtiment Mmh. et c'est, en fausse couleur aussi. Oui, Il y a une transmission de la une le rayonnement traduction. infrarouge Mmh. est traduit en température et la Oui, température est traduite en couleur. couleur, c'est Voilà ça, et ça, c'est très subjectif. c'est ça. Ils ont choisi du bleu au rouge en passant par le rose et le blanc. Oui. On pourrait, voilà, on peut faire un caméo de gris, enfin, on peut tout Oui, oui, imaginer, c'est mais ça. Mais là, oui, c'est effectivement ce sont des plus fausses couleurs. c'est ça, c'est ça. C'est des couleurs travaillées, c'est photoshopé, on peut dire. Ouais, c'est Disons qu'il y sûrement a pas une règle de oui. traduction, C'est ça, c'est on une comprend. échelle, Il y a un dictionnaire voilà, c'est voilà, une qui échelle de traduit. couleurs Oui, qui, c'est voilà, ça. qui est donnée à gauche avec Oui, le l'échelle bleu, de ouais, température. c'est ça. Et le rayonnement, c'est ce qui fait que vous avez très chaud quand vous êtes en face d'un feu, par exemple, et vous pouvez même vous brûler. Photo en haut à droite. En haut à droite, si vous êtes Mmh. trop près d'un feu et ça me rappelle le casque, très métallisé des pompiers. Tu as déjà Oui. vu ça? C'est pour enlever le rayonnement. Ah, c'est C'est pas pour ça! de la conduction ou de la convection, c'est le rayonnement. Parce que comme il s'approche très près d'un feu, ça rayonne beaucoup. D'accord. OK, OK. D'accord, bah oui, logique. Mmh. Et ce rayonnement, quand il est absorbé par un corps, il se transforme en énergie thermique. Il va accélérer les molécules. Mmh, c'est ça, d'accord. Le rayonnement va agiter mes molécules. Voilà et donc te donner une sensation une Ouais. augmentation de la température et une sensation de chaleur, voire de brûlure. Oui, c'est ça. OK. Les molécules peuvent aller jusqu'à altérer, leur organisation habituelle et Oui. créer des cloques. Oui. Mmh, par le rayonnement. Oui. C'est comme ça que j'ai des coups de soleil? Bah, Non, ça n'a rien à voir? non, c'est parce que c'est pas la même nature de rayon. Ah, c'est ça. Tu peux te brûler devant un feu qui ne va pas te donner de coup de soleil D'accord. et tu Je peux peux avoir des cloques parce que je pensais aux et cloques. si tu restes 1 heure en plein soleil, Oui, tu ne vas pas brûler, enfin, c'est une brûlure au 1er degré, mais tu ne vas pas brûler, tu ne vas pas avoir, une brûlure comme si tu t'approchais comme si trop près du j'approchais, feu. c'est ça. OK. Mais ça va, altérer quand même tes Les molécules, molécules vont mais quand sur même une autre façon plus chimique que physique. ah, d'accord, Ça va d'accord. venir, jouer sur les liaisons Ouais, chimiques. Mais on en d'accord. reparlera, OK. hem et par exemple, un kebab, oui, un kebab qui cuit, Oui, c'est par rayonnement. oui, oui, Donc oui, tu vois, ça peut brûler, oui, 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 vraiment. effectivement. On peut cuire D'accord, par rayonnement. d'accord, d'accord. En haut à droite, vous avez un thermomètre, sans contact, Mmh. qui est une forme très agréable de pistolet qu'on te pointe sur la tempe, qu'on nous pointait sur la tempe pendant le Covid,
En Égypte, en tout cas, ils faisaient ça. Égypte, pour mesurer ta température corporelle, ouais, ils pointaient ça sur le front. pour savoir si tu très agréable. avais de la température ou pas. Oui, la fièvre. Si de la fièvre, ouais. Mm. Si ta température est plus élevée. Mm. Donc ça permet, en mesurant le rayonnement émis par le front ou par une autre partie du corps, de remonter à la température corporelle. C'est ça. C'est aussi intrusif finalement que les autres méthodes de thermomètre. Disons que la forme et le mode de prise de température est assez. Et c'est intrusif, quoi qu'il arrive. Bah oui, ça vient trifouiller à l'intérieur de ton corps, quoi qu'il arrive. Donc ça permet de voir la nuit ou de prendre les températures ou les radiateurs rayonnants. Voilà, on avait tout couvert. Ça, c'est le rayonnement. Okay. Et là, je répète, l'énergie thermique reçue du soleil, c'est 100% par rayonnement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de matière entre le soleil et nous qui permettrait de faire de la convection ou de la conduction. C'est ça. C'est purement du rayonnement. Absolument. Et on voit la puissance du rayonnement et ce que ça peut faire à notre corps. Alors, un objet théorique très important en physique, le corps noir. Ne pas confondre avec le trou noir. Ça a à voir avec la chaleur, parce que comme tu l'abordes aussitôt, j'imagine que ça a lien. Oui. Le corps noir, c'est un objet. On a parlé du trou noir en relativité générale. Le trou noir, c'est une masse qui est tellement épaisse, tellement dense qu'elle s'est contractée sur elle-même. Puis elle absorbe. Et qu'elle a courbé l'espace-temps et qu'elle absorbe toute la lumière qui ne ressort pas. Le corps noir, c'est un objet qui peut être tout petit, qu'on peut avoir sur un bureau. Enfin, c'est un objet théorique qui absorberait tout le rayonnement électromagnétique reçu, c'est-à-dire un objet qui ne réfléchit rien. D'accord. Il n'y a aucune réflexion, donc c'est noir, ça absorbe. D'accord. Et donc ça absorbe tout le rayonnement, et donc il va aboutir à une certaine température, et on regarde cette température, comment elle va être rayonnée à l'extérieur. C'est Max Planck qui a fait ce calcul-là, en photo en bas à gauche, au début du XXe siècle, tout début. En 1901. Oui, et donc c'est quel spectre de rayonnement électromagnétique va avoir un corps qui absorbe tous les rayonnements qui lui arrivent dessus. Alors, je vais te poser une question qui me vient là tout de suite. Par exemple, on dit que les cristaux, style la labradorite ou des pierres noires, sont bénéfiques pour justement absorber les ondes. Alors, tu vois, là, je te parle volontairement avec un langage spiritueux. Une onde électromagnétique, c'est un photon qui n'est pas chargé et qui va tout droit à la vitesse de la lumière. Donc, éventuellement, un photon visible va être absorbé par ta labradorite. Il n'y a pas de lumière derrière. Mais ça ne concentre pas, ça ne nettoie pas l'environnement électromagnétique en absorbant tout ce qui traîne autour. D'accord, c'est ça. Une onde qui traverse va interagir avec ce milieu. Soit elle est absorbée, soit elle traverse complètement, ça va dépendre des longueurs d'onde. Mais ça va pas, si tu mets une pierre sur ton bureau, ça ne va pas nettoyer tout ton terrain en disant ça c'est vierge d'ondes électromagnétiques. D'accord. Ça ne te fait pas une zone blanche. Non. Zone blanche, ça c'est une cage de Faraday. Ah oui, c'est ça. On entoure pour le coup. Isolation totale. On entoure, la zone à isoler. C'est ce qui entoure votre four micro-ondes. Le treillis que vous voyez sur la porte du four micro-ondes, là ça isole vraiment pour les micro-ondes. Moi, j'ai pas de four à micro-ondes, Julien. À ceux qui en ont, vous verrez un treillis métallique sur la porte, des petits trous. Ça, c'est fait pour isoler, pour que les micro-ondes ne sortent pas et vous cuisent à l'extérieur. D'accord. Comme ça, les ondes restent confinées à l'intérieur. Dans le four. Là, il y a vraiment une isolation. Oui, c'est ça. D'accord. Mais une pierre n'attire pas à elle-même des photons qui vont à la vitesse de la lumière. Et qui à les rattraper, tu vas haut, et puis elle les concentrerait et les ferait disparaître. Ça, c'est... J'achète pas ça. Donc, le corps noir, on a en haut à droite la courbe. Bon, oubliez l'équation, qui est assez complexe à avoir. Et on a 3 courbes, notamment 2000 K, 3000 K, 4000, etc. Ça, c'est la température en Kelvin. Donc 2000 Kelvin, on va dire que c'est à peu près 2000 degrés Celsius. Et plus on voit que c'est chaud, plus le pic va être vers la gauche. C'est-à-dire vers les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers les rayons les plus énergétiques. Quand vous avez un corps froid, il ne rayonne pas, il ne rayonne que dans les ondes de forte longueur d'onde à droite. Si vous chauffez, le soleil dont la surface est à 6000 degrés, va rayonner, on va dire que c'est à peu près la courbe à 5000, dans le visible. Il va rayonner une lumière jaune. Si vous avez une étoile qui est plus froide, je vous renvoie à 2 émissions avant, ce qu'on appelle une géante rouge, l'extérieur est plus froid, donc il apparaît rouge. Rouge, c'est moins chaud. Quand elle est chaude, c'est bleu. C'est jaune, et puis quand c'est vraiment très chaud, on a des... Ça, c'est la classe spectrale des étoiles, on a des 10 000, 20 000 degrés. Donc 20 000 degrés, c'est très très chaud, et ça rayonne donc les molécules vont très vite, et ça rayonne des photons assez énergétiques, donc plutôt vers les courtes longueurs d'onde, donc vers le bleu. C'est ça.
voire après dans l'ultraviolet, etc. Et le soleil émet aussi des ultraviolets Oui. qui là Ouais, vont on le sait bien, qui c'est vont ce être qui nous fait responsables bronzer ça. pour bronzer et brûler. Brûler. Mmh. Oui. Mmh. Donc le rayonnement du corps noir a permis de mettre une belle équation et de formaliser un peu la théorie de la couleur d'un objet en fonction de la couleur que rayonne un objet en fonction de sa température. Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, sa température dépend aussi de la vitesse d'agitation des particules Des dedans. particules, absolument. Ouais, La température, c'est la mesure de ouais, ça. plus les particules sont agitées, Plus plus la c'est chaud. température oui, plus la température est Est élevée. élevé. On va Pardon. dire comme ça. Oh punaise. Mais le langage courant, on dit c'est chaud. Oui, c'est ça. C'est chaud, c'est chaud. D'accord. Et il y a une échelle de couleur pour les forgerons, pour l'acier. En fonction de la couleur, ils peuvent savoir à quelle température est l'acier et donc Ouais. comment ils vont pouvoir le travailler. D'accord. Mais ça, c'est plutôt, ça, c'est un savoir-faire. Oui, en fait, ils n'ont pas de thermomètre, mais à l'œil, ils peuvent voir. À l'œil, oui, Ouais, avec OK. l'expérience. OK. Et vous avez aussi le spectre du bleu au rouge. Quand vous achetez une ampoule, notamment les LED maintenant, vous pouvez Oui. les acheter, on peut dire à 3700 Kelvin, je crois, on en a acheté récemment, 3700 Kelvin. Donc vous voyez, on est plutôt dans le orange, couleur chaude. Ouais. Et si vous achetez une lampe à 8000 Kelvin, alors ça ne veut pas dire que la lampe émet 8000 Kelvin, Oui. mais c'est qu'elle émet un spectre qui D'accord. correspond à un corps noir de 8000 Kelvin. OK. Alors vous aurez une lumière très blanche, voire très bleue. Très bleu, d'accord. Et très, là pour le coup, humainement très froide. Oui, c'est ça. Oui, oui. Qui Alors paraît très que désagréable. c'est le contraire, le contraire de ce qu'on Moins pourrait c'est chaud, imaginer. plus Oui, ça c'est paraît ça, chaud. c'est ça. Mmh. OK. Après, si vous mettez une lumière qui émettrait un spectre à 1000 Kelvin, ça sera très rouge. C'est ça. Et on les prend, voilà, les filaments qu'on voit orange, les lampes assez modernes avec des filaments qui Oui, émettent, oui. on est plutôt à ces 3700 Kelvin. D'accord. Oui, quand on voit les filaments orange, Oui. jaune orangé là dans Oui. des ampoules. Qui ne sont plus vraiment les mêmes filaments qu'avant, les lampes Oui, à à incandescence. incandescence. Maintenant, c'est plutôt Mmh. format LED, mais on prend des températures. Donc faites attention quand vous achetez des spots, des LED, que ça ne soit pas du 6000, 7000, 8000 Kelvin, Oui. parce que ça va faire un peu salle d'opération. C'est ça, ça fait salle d'op, absolument, absolument. Mmh. Et en Égypte, par exemple, ils ont tous des lampes très, très, très blanches. Avec des carrelages, c'est vraiment très désagréable. C'est leur culture. Et ils ont une tolérance à un confort, pour moi, visuel qui est très important. Tu connais bien l'Égypte, toi. Moi, j'y vais pas mal. Capacité thermique massique. Ce qu'on appelait anciennement capacité calorifique. Oui. Calorifique de la calorie, on va en reparler, mais Oui. voilà. On appelle ça massique, on peut aussi dire spécifique, c'est-à-dire ramené à une unité de masse, c'est par kilo. Oui. C'est pas de l'objet qu'on a devant nous, c'est par kilo. Oui, c'est Donc ça. ça permet de caractériser un corps et non pas un objet. D'accord. Un objet a une capacité thermique et le corps lui-même une capacité thermique massique. D'accord. On s'intéresse à la masse. On divise par la masse, donc on s'intéresse plutôt au corps qu'à l'objet. D'accord. Au corps, c'est la massique, nature de c'est la nature de l'objet. Oui, et la substance. Quand c'est total, c'est la nature et la quantité. Oui, c'est ça, d'accord. Ça y est. Donc la capacité thermique massique, c'est la chaleur qu'il faut transférer à 1 kg d'une substance pour augmenter sa température d'1 degré. 1 degré Kelvin ou 1 degré Celsius. C'est le même Kelvin et Celsius. C'est la même valeur. C'est pas la même origine. Oui, c'est ça. 0 degré Celsius, c'est l'équilibre eau liquide, eau solide. Oui. Et c'est 273,15 degrés Kelvin. Ah oui. Mais ils ont la même unité Ah de oui, croissance. c'est ça. Ils n'ont pas la même origine. Oui, d'accord, je vois le même écart entre 2 degrés. Oui, c'est la même graduation. C'est ça, Mais d'accord. c'est pas la même origine. D'accord, oui, effectivement. Donc le point zéro n'est pas le même. C'est ça. Ouais, okay. Parce que Kelvin, c'est la température absolue thermodynamique qu'on a dans les équations. Oui. Et Celsius, c'est la température qu'on utilise tous les jours. Et on dit il fait 5 degrés dehors plutôt qu'il fait 278 degrés. Oui. Voilà. C'est vrai que si on se mettait à parler en Kelvin, ça nous ferait bizarre. Il faudra un temps d'adaptation. Oui. On s'est bien habitué à des euros après des francs. On peut s'habituer, mais effectivement, on est tellement habitué. Oui, mais c'est comme tous nos repères. C'est des repères qui peuvent changer, certes, mais c'est parfois difficile quand même. Et ça représente la capacité qu'a un corps de stocker la chaleur en chauffant ou de la restituer en se refroidissant. D'accord. Ou de la transporter. Donc, plus la capacité thermique massique est élevée, plus c'est dur à chauffer, plus c'est dur à refroidir, et plus ça contient de chaleur, d'énergie en tout cas, et plus ça peut la transporter. Donc, ta bouillotte, voilà. L'eau est un des corps les plus difficiles, je vous renvoie à l'émission sur l'eau numéro 4, est un des corps les plus difficiles à chauffer, les plus difficiles à refroidir, ce qui donne une inertie dans les températures. Dans le climat océanique qui est proche de l'océan,
on voit que les variations de température entre l'été et l'hiver ou le jour et la nuit sont plus faibles Oui, que quand on est dans les terres. au cœur du continent, Voilà. absolument. Et c'est grâce à la présence de l'eau qui Oui. tempère en Et fait sa la capacité variation de température. sa capacité thermique massique, qui est D'accord. très élevée. Et oui, C'est 4,185 kJ par kilo. En fait, c'est la calorie. Calorie, c'est 1 calorie par gramme et par Kelvin. On oui, va en reparler. Et le bois, par exemple, c'est 2 fois moins, oui. donc 2 fois moins difficile à chauffer. Mmh. Et l'air, c'est 4 fois moins, ramené à la masse. Mais bon, 1 gramme d'air, enfin, ou 1 kilo d'air, c'est 800 fois plus Volumineux. volumineux qu'1 kilogramme d'eau. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais l'air, voilà, c'est 4 fois plus difficile à chauffer par kilogramme. Pas par mètre cube, mais par kilogramme. Oui, c'est ça. Et pour nous donner un ordre d'idée, si je suis dans une pièce de 20 mètres carrés, Oui, avec une hauteur de plafond à 2,50 m, on a 50 mètres cubes. oui, oui. 50 mètres cubes, ça fait 65 kg d'air. Et admettons que j'ai une table en bois de 30 kg. Ouais. Et ben, si on calcule la capacité thermique totale, Oui. et donc le massique, donc je multiplie chacun par la masse, 65 kg d'air ou 30 kg de bois, Oui. on se rend compte que c'est aussi difficile de chauffer une table de 30 kg qu'une pièce, ou vice-versa, Oui, ou aussi facile. à cause de cette capacité massique, Voilà. capacité thermique massique. Thermique Oui. massique. Et la propriété la du totale, pour bois, le coup. la propriété du bois lui-même. Et donc Voilà. la capacité à se faire, à recevoir de la chaleur. C'est ça. Et puis les masses aussi. Donc une table de 30 kg qui Mmh. ne prend pas beaucoup de place est aussi dure ou aussi facile à chauffer que toute une pièce C'est remplie ça, d'air. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que des fois c'est difficile à chauffer. On a l'impression que ça chauffe pas vite parce qu'il faut chauffer toute la pièce. Là, j'ai pris juste une table. Il y a les chaises, il y a les murs, Ouais. il y a tous les objets. Et oui, c'est ça, parce que par exemple, quand tu habites une maison en pierre, elle est très difficile à chauffer que si tu la prends froide et que tu. On dit il y a de l'inertie. L'inertie aussi. Et puis, c'est aussi le fait que le froid, je me dis guillemets, le froid de l'hiver met 3 mois à traverser les murs. Donc il arrive après en été. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est difficile à chauffer parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Et puis aussi un apport de chaleur qui est un petit peu inversé par rapport aux saisons. Oui, c'est ça. C'est ça. Marcher sur le feu. Ça, oui. Alors, comme on a fait l'émission hier, j'ai beaucoup aimé cette anecdote à cause de ton zététicien là. La pyrobassie. Ah, Henri Brock, la photo de Henri Brock, qui était en tout cas il y a 20 ans le chef de file de la zététique, qui était un prof de l'université. tu nous rappelles ce que c'est la zététique? Zététique, c'est l'approche scientifique des phénomènes dits paranormaux. J'adore. Si tu me dis que Que je me téléporte. tu te téléportes, on va faire l'expérience et puis on va voir si vraiment. Ouais, Mais on va mettre vraiment des caméras à 1000 images par seconde. Promis juré craché, je t'appelle dès que je le fais. D'accord, je viendrai. Ok. Avec une caméra à 1000 images par seconde. Non, j'en ai pas. Tu viendras avec Brock? Il y aura. Il est peut-être plus là, lui. Je ne sais pas s'il est encore dans la zététique, mais en tout cas, il y a des gens qui continuent. D'accord. Donc, approche scientifique, quand on a une. Henri Brock disait un truc assez chouette, c'est à affirmation extraordinaire, preuve extraordinaire. Ouais. Donc, preuve extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va falloir la valider. Oui. Et valider tous les biais, selon la méthode que les scientifiques reconnaissent comme une validation. Ouais. Oui, c'est reproductible, voilà. Dans les mêmes conditions, et tout le tralala. Exactement. Ouais. Alors, marche sur le feu, pyrobassie. Pyro, c'est le feu, et bassie pour marcher. La température des braises, c'est à peu près 700 degrés. Ce qui peut paraître quand même très très chaud pour marcher dessus. Mais on va voir qu'on ne se brûle pas pour autant, pour 3 raisons. C'est que la braise a une faible capacité thermique massique. Elle va emmagasiner peu d'énergie thermique. Ouais. Deuxième, la conductivité thermique avec la peau n'est pas bonne. Donc la chaleur est mal transférée. Contrairement au cuivre, par exemple, la peau n'est pas un bon conducteur. Oui. Ouais. Non, enfin, la braise, le contact entre la braise et la peau ne conduit pas bien l'énergie. C'est ça. Notamment parce qu'il y a de la cendre. Et la cendre, il y a de l'air, il y a. Voilà, mais ça paraît peu en quantité. Ah, oui. Oui, mais en tout cas, ça va faire une espèce d'isolation. D'accord. Donc il y a peu d'énergie thermique dans la braise. Elle se transmet mal aux pieds. Et en plus, le temps de contact est assez faible. Oui. Donc quand vous marchez normalement, le pied, on peut dire une demi-seconde à peu près. Oui, c'est ça. Le temps de se poser, de se dérouler. Oui, là, de dérouler, puis pendant la demi-seconde, votre pied a le temps de refroidir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher pendant des kilomètres. Mais si vous faites une vingtaine de mètres ou une dizaine de mètres. 20 mètres, tu crois que ça peut aller? Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu des photos. Alors là, on ne voit pas sur la photo, mais ça fait on va dire une dizaine de mètres, par exemple. Il a l'air cool, hein, quand il. Et il lit le chapitre de son livre qui explique pourquoi il ne va pas se brûler. Il lit à haute voix, d'accord. À haute voix, je ne sais pas, mais voilà, il voulait montrer. C'est pas pour dénigrer la marche sur le feu, c'est pour dire
ce n'est pas parce que vous avez des capacités psychiques surnaturelles qui vont informer votre pied qu'il n'a pas mal. Ouais. C'est juste, il faut effectivement... C'est là la dérive, en fait, Julien. Tu es d'accord? Oui. La dérive, c'est quand les spiritueux, là, les gens qui font de la spiritualité, de la force de la pensée, etc., te font croire que c'est à cause de ton psychisme que tu ne te brûles pas. Oui. En réalité, c'est grâce à ton psychisme que tu n'as pas peur de te brûler. C'est ça. C'est ça. Et que tu peux faire l'expérience. Voilà. Mais c'est la physique, voilà. Ces caractéristiques-là qui existent, ça. Qui expliquent. C'est la logique de la science matérialiste peut expliquer ça très très bien, sans faire intervenir d'autres phénomènes paranormaux dans l'histoire. Que tu modifierais la okay. vibration des électrons de tes pieds qui te protégerait. C'est toi qui dis ça? Non, c'est les explications un peu fumeuses. Oui. Donc ça, c'est le mensonge quelque part de gens qui voudraient faire croire que grâce à eux, vous allez monter votre niveau de je ne sais quoi et ne pas être brûlé. Si vous n'êtes pas brûlé, c'est parce que vous le faites bien. Donc, Henri Brock disait ne pas courir, parce que si vous coincez une braise entre les orteils, ça vous allez le sentir passer. Mais la physique explique parfaitement que ça sera peut-être pas très confortable et que vous n'allez pas vous brûler au 3e degré la plante des pieds si vous marchez sur quelques mètres de braise. Voilà. Une explication scientifique tout à fait pertinente et simple. En revanche, ce qui est clair, c'est que le premier élément à confronter, c'est la peur. Oui. Voilà. Et là, il y a vraiment une démarche psychologique pour dire je vais le faire. Et là, c'est sûr. Et là, il y a vraiment. Et là, les personnes qui font ça peuvent avoir un bénéfice énorme à faire cette expérience parce qu'ils ont vaincu une peur. Exactement. Ils ont dépassé des limites habituelles. Donc, on ne se brûle pas malgré une température élevée. Oui. Tout comme quand vous ouvrez votre four qui est à 200 degrés, alors vous avez une vague de chaleur. Vous avez l'air chaud qui sort, c'est assez désagréable, mais vous ne vous brûlez pas. C'est ça. Par contre, si vous attrapez soit la grille de votre four en métal, soit le plat en céramique avec les mains, là, vous allez vous brûler. C'est parce que la conduction, là, pour le coup, va bien se faire. La conduction avec l'air est faible, mais la conduction avec votre plat en grès, là, va être très forte. En porcelaine, si vous ne mettez pas lémanique. c'est ça. Donc là, ça illustre la différence entre température et chaleur transférée. D'accord. C'est très chaud. C'est ça. 200 degrés, c'est très chaud pour le corps humain, mais l'air à 200 degrés, c'est pas grave. C'est ça. Si vous ne restez pas 10 minutes dedans, parce que là, vous allez cuire, votre poulet, il est cuit avec de l'air à 200 degrés. C'est ça. Et si vous restez quelques instants, alors la chaleur transférée est faible. C'est ça. Même si vous avez un effet comme ça de recul, parce que c'est très désagréable. Et Henri Brock, il avait un peu d'humour, il a proposé à des personnes qui disent moi, je peux marcher sur des braises à 700 degrés grâce à mon esprit. Il dit viens chez moi, je vais te proposer, ça sera 300 degrés, mais par contre, ça sera du cuivre. Qui conduit là pour le coup très très bien la chaleur. Il dit qu'il n'a pas eu de candidat. Donc 300 degrés, c'est moins chaud, température moins élevée que 700, mais si vous faites sur du cuivre, là pour le coup, vous allez brûler immédiatement. C'est l'histoire de ton plat dans le four. Mon plat en cuivre dans le four, si je le touche avec ma main, j'ai des cloques. Tout de suite. Tout de suite. En un quart de seconde. Les cloques de Henri Brock. Allez, une petite rime au passage. Alors, petite digression ou information, qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est une dégradation d'un objet par combustion. Une dégradation, c'est en chimie ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un transfert d'électrons. Transfert d'électrons qui va entraîner une modification des molécules. Mais en gros, si tu regardes pour un atome, c'est ce qui va perdre ou gagner des électrons. Et puis après, ça va se faire à travers des réarrangements moléculaires. Donc ton bois, qui contient par exemple de la cellulose, C6H12 aussi, c'est à peu près le même que le sucre, je crois, va être transformé en CO2 et en eau. Et puis un peu en cendre si c'est mal brûlé. Donc il y a une transformation chimique, mais au niveau atomique, c'est-à-dire qu'il y a de l'oxydoréduction, des échanges d'électrons. Là, tu vois, Julien, ce qui est super, c'est que tout ça, tu dis ça, c'est quand même moins romantique que de regarder la flamme du poêle et de se laisser emmener par... Je me laisse emmener quand même. Tu fais les deux, toi. Et beau. En même temps, tu regardes l'équation et tu te laisses emmener. Mais le feu c'est fascinant. Oui, le feu est je pense, vraiment un des alliés depuis la nuit des temps de l'humanité. Eh ben oui. Sans le feu, on n'aurait pas survécu. En tout cas, si on a survécu sans le feu, on ne se serait pas développé. Le feu apportait une sécurité. Alors, je ne sais pas si on n'aurait pas fait, mais en tout cas, c'est clair que le feu nous a aidés à... On aurait sans doute survécu. Voilà, on avait survécu sans. Voilà. Mais effectivement, c'est c'est un compagnon quand même assez extraordinaire. Et qui fascine. Et c'est donc une réaction exothermique, c'est-à-dire qu'il va libérer de la chaleur exo vers l'extérieur, contrairement à endothermique. Donc c'est une réaction qui génère de la chaleur. Le feu chauffe. Et ça produit une flamme, donc une émission de lumière.
lumière visible, pour le Oui. coup, même s'il y a des émissions sans doute en infrarouge, en ultraviolet, etc. On voit de la lumière visible qui va dépendre, dont la couleur va dépendre de la nature du carburant. Si tu roules une carte postale où tu vas avoir des flammes vertes de tous les colorants, ouais, bleu, ça, vert, un peu qui ne donnent pas très envie de la ouais. respirer. Et si tu me fais monter la température, tu vas passer du jaune au bleu, par exemple. Si vous vous rappelez vos cours de chimie de collège, peut-être, lycée, le bec-benzène. Ouais. Si vous augmentez la proportion d'air, alors ça va passer de jaune au bleu. C'est ça. Et vous sentez que la combustion va être meilleure avec un crépitement. Et ça va devenir bleu parce que la température va augmenter, parce que la combustion va être meilleure. C'est ça. Pourquoi la flamme a cette forme-là? Parce qu'il y a de la convection. D'accord. On retrouve la Le convection. feu entraîne une augmentation de la température de l'air. Donc, qui monte. Nos gaz brûlés, les produits brûlés vont monter, être remplacés par une arrivée d'air frais depuis l'extérieur, depuis les côtés. C'est ce qui donne la forme à la flamme. Ah, c'est ça, cette forme particulière d'un feu de bois, dehors, par exemple, c'est ça. C'est en partie la poussée d'Archimède qui donne une forme élancée. Et puis après, l'alimentation, le fait que le flamme s'alimente, s'auto-alimente ou persiste, ça vient de l'apport par l'extérieur, au niveau de la tige notamment. La tige apporte, par exemple, d'une bougie, la cire, et puis à cet endroit-là, l'oxygène arrive et permet la combustion. Si vous faites la même expérience en microgravité, donc il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de poids, donc il n'y a pas de poussée d'Archimède. Oui. Et donc votre flamme... Par exemple, tu sors de l'atmosphère de la Terre. Tu fais dans la Station spatiale internationale, par exemple. Qui est en chute libre, et non pas en apesanteur, est en chute libre. Donc il n'y a pas d'attraction gravitationnelle perçue. Et donc, il n'y a pas de poussée d'Archimède, donc pas de convection. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on peut pas, par exemple, tu vas sur la Lune, tu ne peux pas allumer de feu. Parce qu'il n'y a pas d'air. Si, sur la Lune, tu as une gravité. Ah oui, mince. Dans la station internationale, il n'y a pas de sensation de gravité. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on est en chute libre. D'accord. Donc, il n'y a pas la différence de densité, comme il n'y a pas de poids, parce qu'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle, il n'y a pas de poussée d'Archimède. Et donc, la flamme prend une forme bleue. La masse et le poids. Oui, ça y est. Il y a bien une masse, il y a bien une différence de densité. Mais il n'y a pas de gravité. Il y a bien une dilatation, mais il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas d'attraction vers... Donc, pas de poids, donc pas de poussée d'Archimède. C'est ça. D'accord. Le fluide déplacé n'a pas de poids, donc ne pousse pas. Et vous avez une flamme qui a la forme en bas à gauche bleue et sphérique, et un feu qui s'éteint très vite. Une flamme qui s'éteint. Parce que l'air frais ne peut pas atteindre la flamme. C'est ça. Parce que les gaz brûlés n'ont pas laissé leur place grâce à de la convection. C'est ça. Ok. Avec le diagramme en triangle, on a 3 éléments indispensables pour le feu. Le combustible, ce que vous brûlez, le comburant, donc c'est l'oxygène, et la chaleur, c'est-à-dire l'étincelle initiale qui va mettre le feu aux poudres. et permettre l'entretien. D'accord. Ok. Et c'est pour ça qu'une bûche ne brûle pas toute seule, parce qu'elle va perdre cette chaleur sous forme de rayonnement à l'extérieur et ne va pas permettre d'entretenir la réaction de combustion. C'est pour ça qu'on met sous forme de triangle, on les met pour que... on les empile pour emprisonner quelque part le rayonnement. C'est ça. Qui s'échappe à l'extérieur et qui permet de garder la température suffisante pour que ça continue à brûler. C'est ça. Quand il y a une bûche toute seule dans le poêle, ça s'éteint. Ça s'éteint. Parce que la chaleur de la bûche s'en va par rayonnement. Différentes formes d'énergie. Définition du Larousse. Le mot énergie, on y vient. Tant utilisé à droite à gauche. L'énergie, c'est une grandeur qui caractérise un système physique et qui se conserve dans une transformation interne du système. Si le système est isolé, son énergie se conserve. D'accord. Par contre, l'énergie va exprimer la capacité qu'aura ce corps à modifier son environnement extérieur, c'est-à-dire à travers un échange d'énergie. Un échange d'énergie va modifier l'environnement. Soit le faire chauffer, soit le faire brûler, soit le faire refroidir si on absorbe l'énergie. Ça vient du grec, force en action, contrairement à dynamisme qui est force en puissance. Différents types d'énergie. L'énergie thermique. Donc, on a vu que c'était l'énergie cinétique microscopique. On a aussi l'énergie mécanique. Je vous renvoie à l'émission numéro 7 sur la mécanique classique. Absolument. Avec l'énergie cinétique, la macroscopique, un satellite et un mouvement, ou votre voiture, un mouvement macroscopique qui est lié à une énergie cinétique. L'énergie potentielle, si je soulève un objet, si je soulève la souris, je vais donner l'énergie potentielle. Si je lâche,
elle va pouvoir la transformer en énergie cinétique, donc accélérer. D'accord. Ou si vous tirez sur un ressort, vous dépensez, vous, de l'énergie musculaire Oui, oui. pour donner de l'énergie élastique. Et quand vous lâchez, ça va se transformer en énergie cinétique, puis élastique à nouveau. Et ça Potentielle, c'est-à-dire qu'elle est contenue et pas encore actualisée. Elle peut s'exprimer. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, quand vous mettez un satellite en orbite, vous lui donnez de l'énergie potentielle. D'accord. Alors, cinétique parce qu'il tourne autour de la Terre, Oui. mais potentielle parce qu'il est à 600 ou 36 000 km au-dessus de la Terre. Ok. On a l'énergie électromagnétique, donc le rayonnement, qui est également une énergie cinétique du photon. Plus le photon a une longueur d'onde courte, c'est-à-dire plus il a une fréquence élevée, des ondes radio jusqu'aux rayons gamma, alors plus il a une énergie cinétique forte, qui est transmise en chaleur au moment où il rencontre un corps. Ok. Par effet de choc, justement. Par effet de choc, il est absorbé, et l'énergie cinétique est absorbée par le corps. Ok. L'énergie électrique, que vous avez dans une batterie, par exemple, ou dans un condensateur. L'énergie chimique, qui est une énergie de liaison. Pour faire une molécule, il faut de l'énergie. Oui. Un arbre Pour que deux atomes se combinent, il faut de l'énergie. Oui. Ça dépend aussi. Sinon, on peut récupérer l'énergie quand on le casse. Mais c'est ça. Ça dépend des molécules. Un arbre va absorber par la photosynthèse l'énergie des rayonnements du soleil et la transformer en énergie chimique. Ah oui. Une conversion d'énergie. La sève, la chlorophylle. La chlorophylle va servir, mais la propre substance de l'arbre contient de l'énergie chimique qu'on peut brûler. D'accord, oui. Et récupérer sous forme d'énergie thermique à nouveau. Ok. Donc là, cette énergie chimique, quand vous brûlez du carburant, le pétrole, la formation du pétrole transforme de l'énergie environnante en énergie chimique. Qu'on récupère en brûlant dans un moteur. Voilà, et qui permet la propulsion. Et qu'on transforme en énergie cinétique à travers un moteur. Oui. Parce que si vous mettez juste le feu, ça va brûler, ça va faire de la chaleur. Oui, c'est ça. Et le moteur va canaliser un peu cette énergie pour la transformer en énergie cinétique. Énergie de masse, E égale mc carré, qui est une énergie intrinsèque que contient tout corps. Nous contenons de l'énergie. On n'est pas d'accord, c'est nous sommes de l'énergie. Nous contenons de l'énergie. Ce qu'on constitue de particules qui intrinsèquement ont une température, donc une énergie microscopique, une énergie de masse et éventuellement une vitesse. Mais donc nous contenons de l'énergie. Et dire que nous sommes de l'énergie, là, c'est un peu moins juste de mon côté. Quand tu entends, toi, il y a de bonnes énergies ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Rien? Là, l'énergie n'est pas au sens physique. Là, c'est pas un emprunt à la physique pour justifier. C'est ça. Il y a une bonne c'est énergie. L'atmosphère. C'est une bonne atmosphère. D'accord. Et l'énergie noire, dont on va reparler un tout petit peu plus tard. Ok. Alors, un diagramme qui fait un peu mal à la tête, mais je vous invite à occulter un peu toutes les formules. J'ai trouvé pas mal de diagrammes de ce type sur Internet. Celui-là était le mieux fait, selon moi. Avec un peu, on voit les différents types d'énergie et les conversions. Voilà, c'est ce que tu nous as annoncé tout à l'heure, c'est comment une énergie d'un certain type se convertit en autre énergie. En une autre, oui, c'est ça. Avec l'énergie nucléaire qui est d'un type particulier, qu'on peut transformer en énergie thermique, mais pour faire de l'énergie nucléaire, c'est un petit peu plus difficile. On pourrait le mettre, mais c'est au cœur des étoiles, ou dans les explosions d'étoiles. Ah oui. Sinon, les autres, on arrive à peu près à gérer sur Terre, on sait à peu près le faire. Celle qui est produite, la nature, l'énergie nucléaire produite par les centrales nucléaires. Elle ne produit pas de l'énergie nucléaire, elle consomme l'énergie nucléaire pour créer de l'énergie électrique. C'est ça. C'est une première conversion, centrale nucléaire, justement. Oui. D'accord. C'est la flèche violette, c'est réacteur nucléaire, au cœur des étoiles. Donc, il y a une particularité de l'énergie nucléaire. On pourrait aussi ajouter l'énergie potentielle de gravitation, qu'on peut transformer en énergie cinétique si vous lâchez quelque chose, en énergie thermique, c'est-à-dire l'émission sur les étoiles quand les nuages d'hydrogène se rapprochent, ça commence à chauffer, et ça se transforme en énergie nucléaire aussi. Ça, on pourrait rajouter par rapport à ce diagramme qui est quand même très complet. Et toutes ces énergies proviennent de ce qu'on appelle le Big Bang, qui est un modèle, qui est une théorie. Et donc, ça serait l'énergie initiale de la singularité du Big Bang qui prendrait maintenant toutes ses formes. Est-ce que tu as déjà imaginé que les scientifiques pourraient un jour invalider la théorie du Big Bang? C'est absolument possible. S'il y a des découvertes qui vont à l'encontre du Big Bang, oui. C'est ça. Oui. Ok. Parce que c'est une théorie couramment retenue, même je veux dire, presque universellement reconnue, mais qui est une hypothèse.
Une hypothèse bien étayée quand même par rapport une aux forte observations. probabilité. Mais oui, non, un modèle, de toute façon, un modèle est fait pour être abandonné, Oui. voire renversé. Oui. Si jamais on se rend compte que, Voilà, on va en c'est ça. reparler maintenant, mais un modèle est toujours temporaire et partiel. Quelques unités. L'unité officielle de... Pour mesurer l'énergie, c'est le joule. Mm. Bon, je vous mets la définition. À partir des unités fondamentales, kilogrammes, mètres, secondes. D'accord. On avait une ancienne unité qu'on utilise toujours, qui est la calorie. Oui. La calorie, c'est l'énergie qu'il faut transférer à un gramme d'eau pour faire monter sa température d'1 degré. C'est ça. Et si on mesure, ça fait 4,18 joules, selon la définition. Bon, et on a ce qu'on appelle la grande calorie, avec un C majuscule, qui est en fait 1000 fois la petite calorie, la petite calorie qui est vraiment liée au joule, et qu'on appelle un kilocalorie. Si vous prenez un aliment, derrière vous avez les valeurs nutritionnelles, ça serait exprimé en kilocalories. Ouais, c'est ça. Et la grande calorie, c'est une unité un peu obsolète. D'accord. On a également la BTU, la British Thermal Unit. Oui. Un BTU, c'est à peu près 1000 joules. Et un BTU, pourquoi? Parce que c'est l'énergie qu'il faut donner à une livre d'eau, c'est 450 grammes, pour faire monter sa température, livre anglaise, de 1 degré Fahrenheit. Donc c'est l'équivalent de la calorie, en fait. Oui. Avec nos unités grammes et degrés Celsius, eux, c'est... transféré à la Grande-Bretagne. Voilà, avec une livre anglaise et 1 degré Fahrenheit. C'est ça. C'est moins pratique, mais vous pourrez le voir à certains moments. Un kilowattheure, c'est pas parce qu'il y a kilowatt que c'est une puissance. On va voir ce qu'est une puissance. Kilowattheure, c'est une énergie. C'est 1 kilowatt pendant 1 heure. C'est ça. C'est 1000 watts pendant 3600 secondes. C'est ce qui est sur notre facture d'électricité. Mégajoules, et qui coûte à peu près 20 centimes maintenant. Oui. Et dont le prix augmente très fortement ces derniers temps. Ben oui, tu sais bien. Oui, avec cette pénurie énergétique. Cette information de pénurie énergétique. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Hein. Bon, mais ça... On va en reparler un peu de la production d'énergie. La puissance est exprimée en watts. La puissance, c'est quoi? C'est l'énergie qui est fournie ou consommée en 1 seconde. Oui. Donc un watt, c'est 1 joule par seconde. En mathématiques, on va dire que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie. C'est de l'énergie divisée par du temps. Okay. La dérivée, c'est une petite quantité divisée par un petit temps. De combien l'énergie a varié par rapport à un petit temps. Moi, c'est très compliqué. C'est des notions qu'on utilise sans arrêt. Oui, c'est juste pour ça. Quelle puissance a ton appareil? Tu dis, je sais pas, en watts. Ou 1 kilowatt. Oui, c'est ça. Et voilà, pour ceux qui ont fait des premières ou terminales scientifiques, dérivée, et puis l'opération inverse, on dit que l'énergie, c'est l'intégrale de la puissance. C'est la somme. C'est la puissance considérée sur une période de temps. Ok. Et donc, 1 kilowattheure, c'est une puissance d'1 kilowatt sur une durée. Donc, c'est un produit. C'est ça. Et l'intégrale, c'est une forme de produit. Enfin, c'est une somme, on empile. Oui, ok. Et BTU, donc British Thermal Unit par heure, donc c'est une puissance, c'est une énergie divisée par un temps, et ça sert à caractériser la puissance d'une plaque au gaz, par exemple. Et ça, si vous regardez BTU, on voit encore, c'est exprimé encore aujourd'hui, même en France. D'accord. Vous achetez un domino au gaz qui fait 12 000 BTU par heure. D'accord. Et donc, vous convertissez, ça fait 3,5 kW. Bah oui. Sachant que vos plaques, ça fait à peu près 2 kW. Un grille-pain, ça fait 1 ou 2 kW. D'accord. Et des plaques, ça fait 2-3 kW. Ok. Des plaques électriques. Et avec quelques notions de puissance, avec une luminosité solaire qui est de l'ordre de 10 puissance 26 watts. Donc, c'est presque 1 milliard de watts. Presque 10-27. Ah ben oui. La luminosité de la galaxie, c'est 10 puissance 10 fois plus, donc 10 milliards de fois plus. Ouais. Et les phénomènes les plus énergétiques qu'on connaisse dans l'univers, les sursauts gamma, on en a un avec une photo du plus puissant jamais observé, c'est encore presque 1 milliard de fois plus puissant. D'accord. Alors ça dure moins longtemps que la Voie lactée, oui. Mais pendant une courte période, c'est 1 milliard de fois plus lumineux, plus puissant que la galaxie tout entière. D'accord. Ce sont des phénomènes absolument cataclysmiques qui se produisent. D'accord. Et les trous qu'on voit, c'est parce que les détecteurs, c'est les zones aveugles des détecteurs. Oui, c'est la jonction des photos, en fait. Oui, c'est ça. L'assemblage. D'accord. Alors, la fission nucléaire, comment ça fonctionne? Ouais. Parlons de l'énergie On nucléaire. a vu la radioactivité. L'uranium, notamment, est un élément naturellement radioactif, donc naturellement un peu instable. Mais il a une décomposition naturelle, donc sa radioactivité naturelle. Mais nous, on va tirer parti de son instabilité pour le casser assez facilement et récupérer l'énergie quand on va le casser. Oui. Si vous regardez la courbe d'Aston, il est à droite. Et tant qu'on n'est pas au fer, le fer 56, qui est l'élément le plus stable, on peut, en cassant ou en mariant des éléments, récupérer de l'énergie. Donc l'uranium, on envoie un neutron dessus.
c'est la flèche qu'on voit à gauche en bas du dessin. Oui. On va le casser. En absorbant le neutron, le noyau devient instable et va se casser. Par exemple, on a une chaîne de désintégration qui est krypton-barium. Alors attends, ça c'est dans le schéma donc des boules La vertes. troisième là. colonne, Ouais, oui. c'est Première ça. boule verte, Oui, l'uranium. ça y est, Deuxième boule, ouais. on a envoyé le neutron, c'est instable. C'est ça toujours de tangue, l'uranium, mais c'est en train de, c'est en train de c'est en train de se se casser. changer. Voilà. Donc après, on a deux sous-produits, Voilà. les déchets Ok. radioactifs, Oui. krypton et barium, Voilà. et on récupère de l'énergie. Voilà, ça y est, je vois. D'accord. Et vous avez en bas ABCD 4 canaux de désintégration de fission de l'atome d'uranium. D'accord, d'accord. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est la dernière colonne, vous avez 3 ou 2 neutrons qui sont émis. C'est-à-dire que j'envoie un neutron sur l'uranium, c'est ça. il se casse, il m'en donne 2 ou 3. D'accord. Si on regarde en moyenne, c'est 2,5. Mais en tout cas, c'est plus. Et admettons qu'on prenne une chaîne à 2 neutrons. Donc, je vais envoyer un neutron, l'uranium se casse, il en donne 2. Oui. Ils vont faire ces 2 neutrons, ils vont casser 2 d'uranium, Oui. qui eux-mêmes vont donner 4. Oui. Se casser, c'est 8, 16. Et oui, c'est multiplié par 2 à chaque étape. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle un phénomène exponentiel. Oui, c'est ça. Absolument. Phénomène exponentiel, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et donc, ça augmente de façon exponentielle. Ça fait quasiment un mur, on monte quasiment à la verticale. Et c'est typique d'une explosion. Et oui. Ce qu'on appelle aussi une réaction en chaîne. Oui, ça se prépare, puis à un moment, boum, ça explose. Oui, alors au début, 1, 2, 4, 16, 32, mais bon, en quelques étapes, on arrive à des nombres très élevés. C'est ça. Et à un moment, il y a cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, ça, c'est le premier neutron qui déclenche toute l'explosion. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, et ça marche pareil avec du TNT, avec de la nitroglycérine. Oui, ok. S'il y a un choc, on parlait du salaire de la perte dans une émission. Oui. Alors, c'était plutôt nitroglycérine que TNT. Oui. C'était l'émission sur le carbone. Et en fait, un choc, il y a un des camions qui explose. Ouais. Il y a un choc qui déclenche une première réaction en chaîne, explosion. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, une explosion qui peut être nucléaire ou une explosion tout court. D'où la nécessité de contrôler, comme tu l'as noté sur ta diapo d'avant. Okay. Voilà. Alors, les centrales comment nucléaires. Fonctionne une centrale nucléaire? Une centrale nucléaire va faire une fission contrôlée de l'uranium. C'est-à-dire qu'on va casser de l'uranium. Oui. Et l'énergie qui est libérée va être récupérée sous forme de chaleur. C'est ce qu'on voit, le circuit primaire en violet, là, tout ça, c'est avec des fluides caloporteurs qui vont extraire la chaleur du cœur du réacteur. D'accord. Et cette chaleur va être transférée à de l'eau, notamment, qu'on va faire bouillir, qui va faire tourner des turbines. Oui. La vapeur d'eau, c'est une machine à vapeur. Oui. La vapeur d'eau sous pression produite va faire tourner des turbines qui sont typiquement de grands aimants qu'on va faire tourner dans des champs magnétiques. Et ça va créer de l'énergie électrique. D'accord. Qu'on va pouvoir stocker peu. On la transporte. On la transporte. C'est très difficile à stocker. Et oui, c'est de l'énergie. Enfin, en grande quantité, elle est stockée dans vos téléphones, elle est stockée dans des chargeurs, dans des batteries. Mais stocker l'énergie produite par une centrale nucléaire, c'est très dur parce que c'est des quantités qu'on a du mal à stocker. D'accord. D'où le phénomène d'or creuse. Et oui, c'est ça. On dit consommer parce que nous, elle va être produite, l'énergie. Et gaspiller si elle n'est pas utilisée. Et gaspiller, parce que elle allumer une centrale nucléaire, ça prend quelques jours. Oui. Donc on ne peut pas dire on baisse le volume et une minute après. On peut faire ça avec d'autres. Mais une centrale nucléaire a des temps d'inertie de latence qui sont longs. Donc parce que on ne peut pas faire des cycles jour-nuit sur une centrale nucléaire. Donc heure creuse, consommer la nuit. C'est ça. Ça moyenne un petit peu. Voilà, on consomme moins la journée. Ça serait intéressant que ce soit complémentaire avec les panneaux solaires, parce que eux, par contre... ça l'est pas du tout, justement. C'est un des problèmes des panneaux solaires. Ah oui, c'est vrai. Ça produit beaucoup la journée et zéro la nuit. Oui, c'est ça. Et ça peut pas... Justement, le nucléaire ne peut pas combler les trous, parce que le nucléaire n'est pas assez modulable. Et oui. Donc on est obligé, là, pour le coup... production constante, en fait. On est obligé de rouvrir des centrales à charbon, qui, elles, on va pouvoir faire tourner la nuit pour compenser. Oui. Pour avoir un flux à peu près constant, c'est ça. comme le photovoltaïque a des créneaux, il va falloir compenser avec des choses assez réactives, ce que ne peut pas faire le nucléaire. D'accord. Il ne peut pas boucher les trous du photovoltaïque, le nucléaire. Et ça nous donne à peu près une puissance d'1 gigawatt. Et les EPR, les nouvelles générations, donc réacteurs à eau pressurisée, ont une puissance à peu près 60% supérieure, 1,6 gigawatts. D'accord. Et posent de gros problèmes technologiques. De maintenance, de création. De création même, de développement. D'accord. Et pour
dans les centrales, on fait une fission contrôlée, c'est-à-dire que les 2 Heureusement. neutrons ou 3 neutrons qui sont émis à chaque fois, il va falloir en capter Ouais, pour qu'il en reste juste 1 et quelques ouais. pour entretenir la relation, la La réaction, fission, oui. la fission. Mmh. Elle est entretenue, mais elle n'est pas explosive. Oui, ah Donc oui, c'est pour ça, ça. on utilise Pour pas que ce soit des exponentiel. barres de contrôle, pour D'accord. pas qu'on passe 1, 2, 4, 8. On va faire 1, et quand il y en a 2 qui sont émis, on en rattrape 1. Et ouais, et quand il y a des accidents, c'est que c'est pas bien contrôlé? Voilà, c'est que le contrôle a échappé. Ah, On va en parler. Donc c'est un matériau dit neutrophage qui va absorber les neutrons, d'accord. qui va diminuer ce facteur de multiplication qui est que pour un neutron, on en récupère 2 ou 3. Ouais, Il va se situer juste un petit peu au-dessus de 1, parce qu'il y a quand même des pertes. Donc pour que ça soit, une fois que c'est en fonctionnement, que ça s'auto-entretienne. d'accord. Et donc rester à 1 et quelques, et surtout pas à 2 ou 3. Mmh. Et quand on fait démarrer, ça commence doucement, mais on peut pas. Donc c'est des phénomènes assez complexes, donc ça doit démarrer lentement. Il faut 3 jours, il me semble, pour allumer, entre guillemets, une centrale nucléaire. D'accord, d'accord. Et on peut utiliser de l'argent, de l'indium, du bore, du cobalt, enfin tout un ensemble d'éléments. Et vous avez une photo à gauche de barres de contrôle qu'on va plonger dans le réactif nucléaire. C'est ça. Et c'est ça qui va contrôler la C'est ça. réaction. Si tu D'accord. insères, ça absorbe plus les neutrons, ça Mmh. ralentit. Si tu D'accord. sors, ça accélère. D'accord. Donc, OK. le principe est simple, la mise en œuvre est quand même un peu plus D'accord. complexe et surtout potentiellement dangereuse. Comment est produite l'énergie dans le monde? Alors, un article du Figaro qui nous indique qu'en cet hiver, la moitié des réacteurs français, des 56 réacteurs, une centrale peut contenir plusieurs réacteurs, mais 56 réacteurs, la moitié sont à l'arrêt. Pour différentes raisons, des maintenances qui étaient programmées, donc il faut de temps en temps arrêter de faire de la maintenance, Ouais. des travaux liés à des problèmes de corrosion, ça notamment je pense dans les cuves, faire des cuves nucléaires, oui. c'est très complexe. Ouais. Et on a perdu le savoir-faire en France. Il y a voilà, je pense que les personnes qui avaient le savoir-faire ont été remerciées, etc. Ce que m'avait dit un ingénieur électrique. Donc on a perdu le savoir-faire. D'accord. Les personnes ont été licenciées, sont parties ailleurs. Et donc on a confié ça, on a Et donc sous-traité? maintenant, il y a des problèmes parce que le savoir-faire, la compétence, c'est quelque part D'accord. un peu perdu. Parti. Je ne dis pas que les gens qui sont aujourd'hui sont incompétents, mais Ouais. il y a des savoir-faire qui sont un peu perdus. Et des retards de mise en route, de remise en route des réacteurs. Donc ce qui fait que en haut à droite, on voit que l'énergie est 70% nucléaire en France. Grande partie orange, ce qui fait qu'on a une pénurie d'électricité et qu'on en importe d'Allemagne. Oui. L'Allemagne qui a peu de nucléaire, on est à 13% en bas à gauche, et qui, elle, va brûler du charbon ou du gaz. La couleur n'est pas la même, hein, c'est parce que, oui. effectivement, Ce ne sont pas les mêmes sources. Voilà, le nucléaire en France est représenté en orange, alors que pour l'Allemagne, c'est représenté en bleu marine. Si je veux bien. Oui, bleu marine, oui. Et si vous ajoutez pour l'Allemagne le orange et le violet, vous avez charbon plus gaz, on a 40% d'énergie fossile. Oui. Ce qu'on appelle énergie thermique à flamme. Oui. 40% qui est malheureusement le prix du très fort éolien et du solaire. Alors l'éolien, si l'éolien est un peu irrégulier aussi. Oui, bah oui. Alors le solaire est irrégulier sur une base jour-nuit, sur Oui. une période journalière. Oui. L'éolien Et sur selon des les périodes de saisons vent. quand même aussi. Et donc pour faire ça, Mm. on est obligé d'avoir recours à des énergies plus agiles que le nucléaire. Oui. Parce que le nucléaire, il faut 3 jours. Oui, c'est ça. Plus flexible, oui, plus flexible pour moduler. Plus facile à moduler. Oui, d'accord. Et donc on importe aujourd'hui l'électricité d'Allemagne qui est à 40% fossile. C'est ça. Donc voilà, avoir des voitures électriques en France aujourd'hui qui consomment l'énergie allemande, ça diminue quand même un peu l'intérêt. Ouais, oui, parce que ça veut dire qu'on prend par exemple du pétrole pour fabriquer, enfin du charbon pour fabriquer de l'énergie, puis après on la remet dans une voiture. Oui. Donc de l'énergie électrique qu'on remet dans une voiture. Oui, c'est ça. Donc plutôt que de prendre de l'énergie fossile directement dans le moteur. Donc il y a 2 conversions, ce qui est quand même pas, oui, on doit perdre. Pas idéal. Oui. Il y a perte en ligne là. D'accord. Exactement. Et on voit que les productions françaises et allemandes, donc 518 et 537 TWh, sont à peu près équivalentes. D'accord. Produit autant d'électricité, mais avec des profils très différents. D'accord. Alors, les réactions en chaîne, justement. La réaction en chaîne, c'est une réaction nucléaire incontrôlée. Ah, c'est ça. Alors, ça peut être incontrôlé involontairement, donc les accidents nucléaires. Donc là, on a une photo de Tchernobyl après l'explosion. Donc, les systèmes de sécurité ont failli et la réaction s'est emballée. À gauche, la photo de gauche, là. Tchernobyl. Ah oui, d'accord. Ouais. La réaction s'est emballée, il y a eu une explosion. Et puis une émission de tous les sous-produits nucléaires qui sont radioactifs. Ouais. Qui sont toxiques. Très toxiques pour l'homme. Et qui se sont répandus à travers toute l'Europe, y compris un peu en France. L'IRSN
Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, a fait des simulations qui montrent qu'il y en a sur les bordures est de la France. Ouais, c'est ça. C'est pas venu jusqu'à l'ouest, notamment après il y a des vents dominants sur toute la côte ouest. C'est pas venu a priori jusqu'à l'ouest de la France, mais l'est de la France a été touché. Absolument. Par le nuage radioactif de Tchernobyl. Même si la télé a pu dire le contraire. Même si, à l'époque. À l'époque, et sans doute maintenant. Et il y a des végétaux qui étaient plus particulièrement réceptifs. Hein. Oui, les champignons. Oui, notamment. Les champignons stockent bien la radioactivité. Enfin, bien, stockent beaucoup la radioactivité. Ou alors, il y a des réactions nucléaires incontrôlées, mais volontaires, là, pour le coup, ce qu'on appelle les bombes atomiques, avec deux types, la bombe à fission. Là, on va prendre de l'uranium enrichi. C'est-à-dire que l'uranium contient... Enrichi d'un neutron? Non, enrichi. L'uranium, c'est de l'uranium 235 et 238. Le 235, c'est pour les centrales, le 238, c'est pour les bombes. Ah oui, c'est ça. Donc, l'opération d'enrichissement de l'uranium, on n'enrichit pas le noyau lui-même, on enrichit le mélange. C'est-à-dire qu'on va séparer les deux composants par des méthodes chimiques, dans des centrifugeuses. Et on va réussir à faire monter le taux de 238 par rapport au taux de 235. Et ça, c'est de l'uranium de catégorie militaire qui sert à faire des bombes. Et qu'on a reproché donc, à l'Iran, le programme nucléaire civil, le programme nucléaire militaire. C'est un peu... C'est poreux, parce qu'il faut de l'uranium pour faire du civil. Mais si on l'enrichit, on extrait le 238, on peut en faire de l'uranium militaire qui sert à faire des bombes. Des bombes. Voilà. Et on ne voulait pas que l'Iran ait des bombes. Donc c'est le seul pays au monde qui a largué 2 bombes sur des civils, qui dit qui doit l'avoir ou pas. Les États-Unis, eux, ils ont fait 100 à 200 000 morts, et je ne compte pas les séquelles des gens irradiés qui ont payé ça à vie. Entre 100 à 200 000 morts, les chiffres c'est difficile à trouver, mais 100 à 200 000 morts dans les explosions et les séquelles les attaques nucléaires donc, menées par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki. Parce qu'ils l'ont fait 2 fois, tant qu'à faire. Une fois ne suffisait pas. Donc voilà, donc c'est eux qui décident qui doit avoir la bombe ou pas, eux qui l'ont utilisée. C'est ça. Et l'essai nucléaire dit Trinity, du 16 juillet 1945, donc 2-3 semaines avant les largages sur les civils. C'est une date proposée par un collège d'experts pour marquer le début de ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique, je ne sais pas si c'est une heure, enfin la période géologique de l'histoire de la Terre, le qui est dominée... parle des airs, effectivement. Qui est dominée par l'influence de l'homme. C'est ça. Et oui, au lieu que ce soit la Terre et les processus naturels. D'autres processus, là, on date ça. J'avais lu que c'était Hiroshima, mais voilà, donc c'est l'ère nucléaire, l'ère de la bombe nucléaire qui marquerait ça. C'est assez subjectif, mais c'est un événement quand même assez marquant. Et tout en haut à droite, une réplique de la plus grosse bombe atomique jamais testée. Donc la Tsar Bomba, c'était en Russie, qui était larguée qui a fait un champignon de 56 km de hauteur. Carrément. C'est une bombe, 57 mégatonnes, donc c'est 3000 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. 3 ou 4000 fois. Et ils l'ont lancé. Ils l'ont lancé, c'était un essai qui est fait au nord de la Russie. Ils n'ont pas peur, hein? Non, peur, non. Eux, c'était un essai dans une zone déserte. Mais oui, ça a une onde de choc absolument colossale. Oui, puis on ne sait pas, les émanations, on ne sait pas où ça s'arrête quand même très exactement. Ça peut se calculer à peu près, mais ça reste toujours incertain. Un petit coup de vent, et puis ça y est. Je pense que ce n'est pas incertain, je pense qu'ils le savent, mais ce n'est pas un facteur... Ils s'en foutent. Jacques Chirac, il y a 30 ans, a refait les essais nucléaires en Polynésie, à Mururoa, souterrain, pour le coup. Donc on voit des gerbes d'eau qui... Là, c'est un essai aérien. La bombe a explosé à quelques kilomètres d'altitude. Et a tout détruit, avec une onde de choc. C'est des endroits glaciaires un peu Oui, c'était le nord de la Russie. Oui. Donc des zones pas habitées. Mais en tout cas, effectivement, ça détruit aux alentours. Ok. Alors sur un registre, on revient à des choses plus scientifiques. On va dire l'énergie noire, c'est une forme d'énergie hypothétique qui remplirait tout l'univers. Oui. Et dont la nature est inconnue, voire assez étrange, c'est-à-dire qu'elle a une pression négative. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme si elle générait une force gravitationnelle répulsive. D'accord. Et cette force noire, c'est l'hypothèse qu'on fait pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. On sait que l'univers est en expansion, ça on a pu le mesurer. On a même pu mesurer que cette expansion accélère. Et c'est complètement contre-intuitif parce que l'expansion, quand vous envoyez un ressort, ça va de moins en moins vite avant de revenir. Oui, c'est ça. Et là, c'est comme si ça allait de plus en plus vite. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui pousse. Quelle est donc cette force qui pousse l'univers à s'expanser
plus rapidement. C'est la dark energy, donc l'énergie sombre en anglais, nous c'est l'énergie noire. Ouais. On ne sait pas. Et c'est qui a des propriétés assez contre-intuitives. Quelle est cette énergie qui pousse plutôt que d'attirer? Ouais, Donc ouais. c'est une force gravitationnelle répulsive qui est contraire à, là c'est la 3e émission Oui, sur les forces. oui, C'est assez contre-intuitif. Et on appelle ça dans le modèle lambda CDM. Lambda, c'est la constante cosmologique. oui, Vous aurez bien sûr reconnu en bas l'équation d'Einstein absolument. de la relativité générale. Bah, bien sûr, on l'avait vu dans Et l'émission si sur vous la voyez relativité générale. exactement, et Einstein n'avait pas mis cette constante au début. Oui. Enfin non, si, il l'a mise. Quand il a fait l'équation, il s'est rendu compte que l'équation, la résolution supposait un univers en expansion. Ça lui plaisait pas du tout. Il a dit alors non, je vais mettre une constante cosmologique C'est lambda. contraire à ma représentation du monde, Oui. a-t-il dit. Oui. Il a mis je mets lambda et comme ça permet d'avoir un univers statique. Ouais. Donc il dit que ça c'est une de ses grandes erreurs. On peut considérer que c'était une erreur parce que effectivement il y a un univers en expansion. Mais la lambda revient maintenant pour expliquer l'accélération. Lui il la mettait pour figer l'univers et en fait on l'a réintroduite pour l'accélération de l'expansion. L'expansion a été contenue dans l'équation sans le lambda, mais l'accélération est représentée par le lambda qui donne son nom au modèle lambda CDM, donc lambda called dark matter. Dark matter, la matière noire. Noire. Ok. Dite froide. Et la matière noire, c'est quelque chose de différent. Là, c'est pas uniforme dans l'univers. Ah oui. C'est une partie importante de la masse des galaxies. Là, on peut la mesurer. Ah oui, quand on regarde une galaxie, on voit à quelle vitesse elle tourne. Oui. On peut calculer, en gros, sa masse. C'est incroyable. Et oui, ce sont des moyens détournés. Et quand on regarde le nombre d'étoiles, la luminosité, etc., on se dit, mais c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on voit. La matière lumineuse est beaucoup moins lourde que ce qui génère la rotation de la galaxie, en tout cas la vitesse. Donc, il doit y avoir une matière noire qu'on ne voit pas, mais qui participe à la vitesse de rotation. Ce qui suppose une gravitation normale de son côté. Elle a bien une gravitation, elle a bien une masse attractive. Mais par contre, il y a peu d'interaction avec la matière ordinaire. On ne la voit pas. Elle n'envoie pas d'autres signaux qu'une gravitation. C'est quand même étrange qu'on se soit posé toutes ces questions, enfin que des êtres humains se soient posés toutes ces questions. On n'aime pas les différences ou les zones non en physique. Quand on dit, on fait une hypothèse avec par exemple, tout le cycle de vie mort d'une étoile, l'âge de l'univers, comment se comporte l'hydrogène. Donc on calcule à peu près le nombre d'étoiles et l'endroit où elles sont dans la galaxie, on mesure leur masse moyenne, et on se dit, OK, on calcule, donc la galaxie devrait tourner à telle vitesse. Et quand on mesure, on se dit, il y a une différence significative. Donc c'est pas juste, on n'est pas assez précis dans les calculs, il manque quelque chose. Et ça, on n'aime pas du tout. Enfin, on n'aime pas du tout en même temps. Ça ouvre une nouvelle porte d'exploration. Mais on ne peut pas dire, bon, c'est pas pareil, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a des physiciens qui s'emparent de ça en disant, on souhaite expliquer ça. On n'aime pas du tout les trous dans la raquette ou les grosses différences inexpliquées. Alors, sur un mode un peu plus terre-à-terre, les machines thermiques. Une machine thermique, donc un moteur, un réfrigérateur, une pompe à chaleur, sont des machines thermiques. Ce sont des machines qui contiennent un moteur qui va faire des cycles de transformation, notamment, par exemple, à des gaz frigorifiques. Oui, Fréon, par exemple. Fréon, c'est CFC qu'on a abandonné quand on s'est rendu compte. 20 ans après s'être rendu compte que ça faisait un trou dans la couche jaune. On a mis quand même des années. Non, c'est pas que ça pollue, ça fait un trou dans la couche d'ozone qui arrête les UV. D'accord, ah oui. L'atmosphère arrête les UV à travers la couche d'ozone notamment. Et on s'est rendu compte que quand on faisait un trou dans le moteur d'un vieux frigo, ces gaz-là se répartissaient dans l'atmosphère et faisaient abîmer la couche d'ozone. On a mis des années quand même à interdire l'utilisation de ça et à passer sur d'autres gaz. Donc quand vous entendez votre frigo, le petit grésillement, c'est un moteur qui va faire des cycles thermodynamiques à des gaz qui vont permettre d'échanger du travail ou de la chaleur avec l'extérieur, selon les machines. Donc réfrigérateur et pompe à chaleur, par exemple. Une plaque électrique va convertir de la chaleur pour l'énergie électrique ou le gaz, l'énergie chimique, et on fait de la chaleur. La pompe à chaleur ou le frigo vont fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'ils vont transporter de la chaleur. Votre frigo, il va prendre de la chaleur à l'intérieur, à vos aliments qui vont donc voir leur température baisser. Il prend de l'énergie thermique et il la met à l'extérieur. Oui, c'est ça. Sur le radiateur. Il vient chercher ce que tu mets, tes légumes que tu viens de mettre au frigo, il vient chercher la chaleur qui est dans les légumes et puis il la sort. Il la sort
sur le C'est ça. radiateur derrière, si vous touchez, Oui, vous voyez derrière votre frigo, il y a tout un tri en métal qui est chaud. oui, c'est ça. Et c'est la chaleur prélevée à À l'intérieur du frigo. l'intérieur. En fait, on ne peut pas dire qu'il produit du froid quelque Non, part, on peut dire il qu'il déplace. il vient voler la chaleur de C'est l'intérieur. ça. Voler étant, Voler, mais pour la rendre pour la bonne cause. pour la trans il la C'est un Robin transfère. des Bois. Oui, il la redistribue surtout. C'est Parce ça. qu'on ne peut pas faire disparaître, C'est mais ça. il la redistribue. C'est un bon Robin des Bois, ça on peut dire ça, oui. Ouais. Et pour transférer, quand on consomme 1 joule d'électricité, on peut transférer 3 joules de chaleur. D'accord. C'est-à-dire que quand vous voulez chauffer avec un convecteur électrique 1 joule, transférer 1 joule dans l'air, il va falloir consommer 1 joule d'électricité. D'accord, OK. Mais là, en consommant 1 joule d'électricité, vous allez pouvoir déplacer 3 joules. Mmh. Donc votre frigo a perdu 3 joules à l'intérieur et votre cuisine a gagné 3 joules à l'extérieur. D'accord. Tout ça en dépensant un seul. D'accord. Ce qu'on appelle le coefficient de performance, Ah le oui. COP. Oui, les appareils qui sont maintenant classés, A, B, C, là, tout ça. Oui, alors oui, pour un frigo, oui, ça correspond à Oui, ça. c'est ça, ça C'est un correspond. coefficient de performance C'est ça, énergétique de c'est votre ça, pompe à chaleur, c'est ça. 1, 3, 5, 10, OK, etc. OK. Et ça permet de remonter le flux de chaleur. C'est-à-dire qu'on va prendre la chaleur dans le frigo qui est à 4 degrés Oui, pour le remettre dans la cuisine qui est à 20. oui, c'est ça. Donc on fait remonter à la chaleur le gradient thermique. Oui. Normalement, On ne peut pas chauffer la pièce avec le frigo, mais ça contribue quand même. oui, Oui, ça OK. contribue. Ah oui, ah oui. Par contre, on ne peut pas la refroidir. Si vous ouvrez la porte de votre frigo, Ah non. comme c'est la chaleur de l'intérieur et Mmh. mise à l'extérieur, dans le système fermé qu'est la Eh cuisine, oui, il n'y a pas de refroidissement. c'est ça, Au c'est contraire, ça. il y a un joule d'énergie Oui, 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 oui. électrique qui s'est dissipé sous forme de Oui, chaleur. oui, c'est ça. Donc si vous faites tourner votre frigo à porte ouverte, il va essayer de prendre à l'intérieur, c'est-à-dire le côté gauche du frigo pour le mettre dans le côté droit, ce qui Ouais. va s'homogénéiser, Ouais. tout en ayant consommé. Donc Ouais. vous allez finir par chauffer. Ouais, c'est On ça. peut pas, Donc le seul moyen, c'est de se renfermer soi-même dans le frigo et de fermer la porte. ou en fait, la pompe à chaleur, c'est un frigo dont la paroi, c'est le mur qui donne sur l'extérieur. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vraiment, il faut que la chaleur prélevée à un endroit soit remise à l'extérieur. C'est ça, c'est ça. La cuisine, c'est l'extérieur du frigo ou l'environnement, c'est l'extérieur de votre maison OK. que vous chauffez avec une OK. pompe à chaleur. Et le dessin de gauche, c'est l'inverse, c'est un moteur. Vous avez 2 sources de chaleur, une chaude, T1, une froide, Mmh. et vous laissez la chaleur suivre son cours et vous en prélevez une partie que vous transformez en travail. OK. Ça, c'est un moteur, OK. une pompe à chaleur. Définition un petit peu approximative, j'en conviens, c'est le rendement, l'efficacité. Si vous fouillez, vous ne verrez pas tout à fait ça, mais c'est pour ancrer les notions. Tu veux dire ça, c'est pour vulgariser un peu Un peu, oui. la Oui, connaissance. c'est un tout petit peu. Tu trouves que ça manque de rigueur? Non, ça oui. Oui. Oui, les vraies définitions sont plus rigoureuses, mais moins intuitives. Donc, je fais la différence entre rendement et efficacité. OK. Le Alors rendement, allons-y. on parle de rendement d'une conversion. Mmh. J'ai transformé une énergie Oui. en une autre forme d'énergie. Oui. Donc, j'en perds. Ouais. Votre moteur, quand vous mettez du gasoil dedans et vous transformez en énergie cinétique, vous en perdez parce que ça chauffe, par Oui, exemple. c'est ça. Votre moteur, il chauffe. Ça, pour nous, c'est de l'énergie perdue. Oui. Bon, tu es content en hiver d'avoir la chaleur, mais la chaleur du moteur est perdue Ouais. par rapport à l'énergie cinétique, qui est quand même le but. Le but, dans un moteur, c'est pour propulser un véhicule. Ouais. Donc, le but, c'est une d'avoir de conversion. l'énergie cinétique. Ouais. Et je crois que le rendement d'un moteur à diesel, c'est de l'ordre de 40%. D'accord. Ah oui. On récupère, sous forme cinétique, 40% Oui. de l'énergie OK. chimique. Quantité d'énergie introduite, quantité d'énergie produite, 40%. Il y a des pertes. Voilà. Donc, c'est un rendement de 40%. C'est Le ça. rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Oui. Il y a toujours Oui, des pertes. je comprends. D'accord, ça c'est logique. Ouais. Sauf pour votre convecteur électrique où la perte de l'énergie électrique sous forme de chaleur, est-ce que vous voulez récupérer? Oui. Donc là, on considère que c'est un Ah bah oui, rendement, c'est un bon rendement. rendement égal à 1 par définition parce que c'est la perte qui nous intéresse. Oui, c'est ça. Et à côté, on a ce qu'on appelle l'efficacité. On a la définition d'efficacité énergétique ou thermodynamique. Je simplifie en disant que c'est le rapport entre l'énergie déplacée par une machine et l'énergie utilisée pour la faire fonctionner. Oui, C'est le joule que je donne au moteur de mon frigo oui, électrique et que je rapporte aux 3 joules que j'ai déplacés. d'accord. Donc ça peut être supérieur à 1 Eh ben oui, parce que j'ai oui. déplacé 3 joules oui. Avec 1. avec 1. J'ai misé 1 et j'obtiens 3. Donc pour une pompe à chaleur, j'ai chauffé ma maison de 3 joules Oui, en refroidissant l'extérieur de 3 D'accord, joules, mais en n'en d'accord. consommant qu'un. d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité qu'on note état, le E grec,
ou le rendement, on l'appelle R, ou des fois on l'appelle R, bon, mais c'est plutôt état, alors que le rendement, c'est ρ. Le rendement est inférieur à 1, c'est une conversion qui est toujours imparfaite, et l'efficacité, c'est, on peut avoir une efficacité de 10, une super pompe à chaleur. Peut-être vous pouvez faire 10, 1 joule, 10 joules déplacés. D'accord. Donc ça peut être par nature supérieur à 1. D'accord. Je simplifie pour vraiment montrer la différence des Entre deux rendement et mécanismes. efficacité. OK. Et on finit sur une petite blague. Oui, j'aime bien. Ascenseur ou Comme escalier? j'ai révisé hier, je la connais ta blague, super. Est-ce que c'est plus économe de prendre l'ascenseur ou l'escalier? Alors là, je mets de côté le fait qu'on ait besoin de faire du sport Ah oui, ça et compte que pas. non, Non. là, je le mets de côté. Je fais juste, une comparaison, froide des 2. Donc 3 étages, je monte 3 étages. 3 étages, ça représente 8 mètres. Donc je monte de 8 mètres. L'étage, c'est 2,66 m avec 16 marches, et cetera. Je vais monter de 8 mètres. Donc moi, monter les escaliers, ça va me fatiguer. Oui. Ça va me faire dépenser de l'énergie Oui. qui va se convertir en énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire que je suis monté plus haut dans le champ de gravité, donc j'ai de l'énergie. Je fais ça d'un plongeoir, je saute et je récupère ça sous forme d'énergie cinétique. Donc je multiplie la masse par le G par la hauteur, donc ça fait 6 kJ. Oui. J'ai fait augmenter mon énergie potentielle de pesanteur de 6 kJ. Oui. Admettons que j'ai 3 ampoules de 50 watts, une par étage, qui fonctionnent pendant 1 minute. Ben oui, pour m'éclairer dans Pour l'escalier. m'éclairer. Donc puissance électrique, P, 3 ampoules de 50 watts fois 60 secondes, ça fait 9 kJ. Oui. Donc quand je prends l'escalier et que j'allume la lumière, ça consomme 15 kJ. Voilà, c'est ça. Bon, vous allez me dire, l'énergie électrique de mes lampes, c'est très différent de l'énergie musculaire que j'ai dû dépenser. Oui, c'est Celle-là, elle est très coûteuse. Ouais. Pour que mes muscles puissent produire 6 kJ, il faut que il j'ai a bouffé fallu plein de pâtes. des pâtes et puis il a fallu les transporter, les produire, etc. Donc Ah ben ça, c'est ça. donc je passe pas dans ce détail-là, mais Ça, tu le comptes pas. ça, c'est très Non, coûteux. non, c'est ça. Mais ça, on le compte. Il faudrait le compter dans un rigoureusement, il faudrait le compter. complet. Et l'ascenseur. Alors l'ascenseur, on dit c'est un ascenseur de 8 personnes, donc il peut porter 600 kg. Donc l'ascenseur, il est équipé d'un contrepoids. Le moteur de l'ascenseur, on ne va pas dire je dois porter 600 kg plus le poids de ma cabine. On va dire 200 kg de cabine, ça fait 800 kg. Je ne vais pas faire un moteur qui peut soulever 800 kg. On va mettre un contrepoids de la moitié de ça, qui est de 400 kg. Oui. Et donc, ça veut dire que quand l'ascenseur est à moitié rempli, eh ben, j'ai 400 kg cabine plus personne et 400 kg de contrepoids. Donc, c'est quasiment gratuit. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi cher de le faire à vide que de le faire à plein. Et le point d'équilibre de fonctionnement, c'est moitié-moitié. Ça permet d'avoir des installations moins robustes. On a besoin d'un moteur qui peut gérer 400 kg. Oui, c'est ça. La moitié, plutôt que nos 800. Oui, c'est ça. C'était habilement pensé, ça encore. Oui. Hein. Oui. C'est vrai, franchement. Ça, c'est du bon sens pratique. Ouais, Ouais. Le rendement des moteurs électriques, c'est 0,6. C'est-à-dire que si je mets 1 joule, je peux faire 0,6 joules de déplacement, D'accord. de déplacement de mon moteur. On a vu la diapo précédente, effectivement. Et donc, si je calcule une personne seule dans l'ascenseur, c'est en fait moins efficace que si j'étais 3. Il faut 30 kJ pour la montée de 3 étages. Donc, c'est plus que mes 15 kJ. Oui. Ah oui. Donc là, ça coûte plus cher en ascenseur, entre guillemets, que un bonhomme. Que dans les escaliers. Ouais. Mais si je suis à 2, voilà. Alors à 2, je vais avoir 2 fois l'énergie humaine, mais une seule fois l'énergie électrique. Donc j'ai 21 kJ à dépenser à 2. Et si je regarde l'ascenseur, comme il s'améliore quand on s'approche du point d'équilibre, il y a besoin de moins d'énergie. Et là, on passe à 20 kJ. Donc à 2, vous consommerez moins d'énergie à prendre l'ascenseur que monter l'escalier en allumant la lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à 2, on a 10 kJ chacun, c'est ce que tu veux dire? Oui. Alors à 6 kJ chacun, plus on se partage l'énergie électrique à 9. C'est ça. Donc 10. C'est ça. Alors que quand on est tout seul, dans l'escalier, on dépense 15 kJ. C'est ça. Moralité? Voilà, c'est juste une justification physique pour un peu de paresse parfois. En tout cas, pas de culpabilité quand on prend l'ascenseur. Pas de culpabilité énergétique. Après, je pense que votre corps est plus content de prendre l'escalier. Pour 3 étages, de fonctionner un petit peu. Ouais. Parce qu'après, on fait plus assez de sport. Ça dépend. Juste, voilà, petite blague du retour. De toute façon, on peut jauger, comparer les énergies. Mais ce sont des ordres de grandeur qui sont à peu près similaires en première approximation. Ça montre en tout cas que le cadre de référence qu'on choisit pour évaluer une action a toute son importance. Parce que si j'évalue sur le plan de l'énergie dépensée, effectivement, on aboutit à cette conclusion. Mais si j'évalue sur le plan de ma santé, on aboutit à la conclusion inverse.
Donc, d'où l'importance de bien définir son cadre de référence quand on évalue quelque chose. Et d'intégrer toutes les composantes pour avoir une décision éclairée. Bien, on a fait plus long la deuxième version qu'à la première. Ah bon? C'est notre record. Ah 1h30. 1h30 pour parler bravo si vous êtes allé jusqu'au bout. Oui, bravo. Oui, c'est pourtant... C'était plus long, mais normalement un peu plus simple à appréhender, plus peut-être en lien avec la vie de tous les jours. Ok. Oui, on a fait. Pourtant, j'avais l'impression qu'on avait fait moins de digressions qu'hier, mais bon, c'est bon. Donc, je rappelle qu'on a enregistré cette émission le 19 avril peut-être, voilà, et qu'elle sera diffusée au mois de mai et consultable, revisionnable à loisir sur l'antenne YouTube. Et Julien, la prochaine. On entame une série sur la physique de la Terre. Il y aura 4 émissions sur la physique de la Terre. Et ben voilà, on va continuer nos enregistrements sur la physique de la Terre. Autant vous dire que je vais tout apprendre parce que je ne connais rien. Et ben, attends, on va se remettre en plein écran pour dire au revoir. Oui, pour dire au revoir. Voilà. Et ben merci beaucoup Julien. Avec plaisir. Merci à vous. Et puis donc à très vite pour la suite sur la physique de la Terre. Ça va être passionnant comme d'habitude. J'espère. Parfois un peu compliqué à comprendre. C'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude de dire avec tes émissions, Julien, ce qui compte, c'est c'est pas forcément de tout comprendre, mais c'est d'entrer dans le registre, d'entrer dans l'atmosphère de la science physique et puis de le confronter avec la vie spirituelle qui est moi ce qui me motive à faire ces émissions parce que je trouve que comprendre la matière avec les sciences physiques a une grande importance pour notre vie spirituelle, pour la vie de la conscience. On va voir que la physique de la Terre va nous amener à des notions intéressantes aussi. Très bien. On va discuter. Notions physiques. Ok, merci bien. À bientôt.